Bonjour, bonsoir YouTube, bonjour. C'est le Tea Time le premier, enfin c'est le troisième, mais on va dire que c'est le premier, où je me suis enfin décidé à cibler un film et on va faire... alors non pas une critique de film, parce qu'on n'est ni critique ni quoi que ce soit et qu'on n'a aucun bagage pour, mais on va donner notre avis sur un film. Et pour cette première, mon parrain d'émission sera, comme bien souvent, Pocket. Comment ça va? Ça va, Yves, ça va et toi? Bonjour tout le monde. Bonsoir Toujours tout le à monde. deux, le duo légendaire maintenant C'est ça. depuis quelques années sur les ondes. Donc une première où j'ai choisi un film complètement de manière random, j'ai envie de dire, donc The Holdover. Je crois que il y a un... je sais pas s'il y a un nom français, j'ai même pas regardé. Je n'en sais rien, à vrai dire. Alors j'ai trouvé, il a plusieurs appellations, parce que j'ai cherché un peu et tout. Et il me semble que le nom français c'est Winter Break. Winter Break, en effet, j'ai l'impression. Fenêtre qui s'affiche sur mon écran, rien ne va plus. Au vu du contenu du film, je trouve le nom français bien choisi. Pour plusieurs raisons, on en parlera après, mais je trouve le nom, enfin en tout cas ce nom-là me fait sourire en fait. Ouais, c'est vrai. Il me fait sourire parce que après avoir vu le film, je trouve que ce nom-là est un parallèle un peu à d'autres événements dans l'année en fonction des saisons qui me fait beaucoup rire. Je lis que le nom québécois est Ceux qui restent. Voilà. Et qui est tout de suite un peu moins... Ouais, d'ailleurs, du coup, juste je le précise, j'ai essayé de le regarder un peu en anglais, en sous-titré, c'est compliqué pour moi parce que je parle vraiment pas bien anglais et j'ai du mal à le lire et à le comprendre à l'oral. Donc la version que tu m'avais envoyée était en québécois. Donc, ah d'accord. Il se peut que j'ai quelques approximations. Ça m'a pas du tout empêché de le comprendre et de l'apprécier. Okay. Mais la version était en québécois, donc au lieu de, il y a eu beaucoup de trous de cul, quoi. Mais voilà. Ok, ouais, d'accord. C'était la question que je voulais te poser, si tu l'avais vu en VF, du coup, je savais... Parce que moi, du coup, je l'ai regardé en VO. J'ai un peu cette habitude de regarder les films en VO quand je peux. Donc moi je l'ai vu en VO et donc oui c'est un film que j'ai choisi pour la première tout simplement parce qu'il était dans ma liste, que je devais le voir. Et j'ai dit bon il m'a l'air d'être suffisamment accessible et pas trop biscornu comme des fois je peux regarder des films un peu bizarres. Donc je me suis dit ça va le faire. Un film qui est sorti en 2023 en plus, récent. Ouais. Réalisé par Alexander Payne, dont je ne connais absolument pas la filmographie ni le travail. Mais qui, moi, personnellement, m'a régalouse. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé du film, globalement? Est-ce que t'as bien aimé? Alors, j'ai eu plusieurs étapes dans le film. J'ai été déconcerté par le début. Ouais. Par la découverte. Un peu pas assoupi, mais un peu... Je me suis dit, putain, mais je vais pas tenir. Et puis, au fur et à mesure du film, en fait, je me suis laissé prendre par l'histoire. Et vraiment, j'ai bien aimé au final. Je trouve c'est un bon film. J'ai bien aimé. Je me suis laissé emporter par l'histoire des personnages et par les deux personnages principaux, on va dire. Et vraiment, je me suis bien laissé embarquer dans leurs histoires. Il y a 2-3 retournements de situation que j'ai vu venir, mais pas au complet. Tu te laisses avoir un petit peu. Bon, la fin dans ce genre de film-là, peut-être que tu la vois venir un peu. Mais j'ai bien aimé l'ensemble du film, l'ensemble de l'œuvre est accessible et j'ai eu beaucoup de moments de sourire, j'ai rigolé, il y a des moments d'émotion qui m'ont assez touché. Et puis je te dis, j'ai été surpris et agréablement surpris en fait, je m'attendais pas à ça et puis je suis content de l'avoir vu finalement. Ouais, bah écoute, moi c'était un peu pareil, enfin je m'attendais, on va dire entre guillemets, à rien. Après il était dans ma liste de visionnage parce qu'il est dans le film est dans le top 250 de Letterboxd, qui est le site que moi j'utilise pour répertorier un peu les films que je regarde. Oui. Donc il est alors je crois qu'il est genre 230e, un truc comme ça, il est dans le bas de tableau, mais quand même 250 sur les milliards de films qu'il y a. C'est pas mal, donc je m'étais dit bon bah faut le regarder, visiblement ça vaut le détour. Et en vrai ouais, je m'étais pas plus renseigné que ça, j'ai plutôt bien aimé comme toi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Moi j'avoue qu'il y a 2-3 trucs qui ont réussi à me surprendre en plus dans la narration, donc j'étais plutôt content là-dessus. Parce que c'est vrai qu'à force de voir des films, t'as tendance à voir venir les choses aussi, comme tu dis. Ouais. Et non, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, et en plus le film dure genre 2h15 je crois, et ouais, 2h15. Tu sais, j'ai pas eu cette sensation de longueur. Moi j'ai été peut-être plus rapidement que toi pris par le film. Ouais, donc ça m'a pas posé de problème, j'étais plutôt bien dedans.
Est-ce que tu nous ferais un synopsis de ce film, un petit résumé, ou je le fais? Un petit résumé. Alors en fait, ouais, je peux m'y lancer si tu veux finir. Tu pourras Vraiment en 3 lignes, hein, finir succinctement, mais en gros, les en grandes 3 lignes. lignes. On suit l'histoire d'un professeur qui est dans un lycée. Alors j'ai eu du mal à comprendre si c'était américain ou anglais, mais quand il parle des villes, après du coup tu comprends que c'est aux États-Unis. Ouais. Et qui est un professeur qui est un peu le professeur has-been du collège, qui est un collège très huppé. Et en fait, au moment de Noël, comme il y a un internat important, il faut qu'il y ait un professeur qui reste. Donc il se laisse, il est obligé de rester parce qu'en soi, le professeur qui devait rester sort un vilain mensonge en sent que sa maman est malade et qu'elle a un lupus, mais ce qui n'est pas vrai. Et en plus de ça, le directeur lui fait payer les pots cassés d'un jeune homme très riche à qui il a fait manquer son examen. Donc le professeur est obligé de rester et il se retrouve avec quelques éléments, on va dire, un peu perturbateurs du collège et qui sont présents. Et deux petits jeunes qui sont là aussi. Et en fait, ces éléments perturbateurs sont dans la même classe. Ils sont dans la classe de ce professeur-là. Ils peuvent pas se blairer les deux, donc au début on se dit que ça va se passer comme ça, et puis en fait au bout d'un moment tout le monde s'en va, sauf le personnage principal, qui est Angus, j'ai plus son nom de famille, qui reste là, et en fait on va découvrir l'histoire d'Angus Tully, et on va découvrir l'histoire de Angus, de ce professeur qui s'appelle Paul Hogman, et Hunman, pardon, et de la cantinière. J'ai bien aimé le personnage de la cantinière. Marie. Marie qui est présente aussi. On va découvrir leur trio tous les trois et comment est-ce que ils vont passer leurs vacances de Noël en fait tous les trois dans le lycée puisque Angus, ses parents sont pas venus le chercher. Le professeur Paul Hunman, et on apprendra son histoire au fur et à mesure et pourquoi est-ce qu'il est toujours là. Et Mary justement, elle est là parce qu'elle veut pas les fêter Noël puisque son fils qui était à l'école dans ce collège-là, lui n'avait pas réussi ses examens, était à la guerre du Vietnam et malheureusement s'est fait tuer sur le champ de bataille. C'est ça. Putain, tu pourrais faire des résumés pour un pour un site de cinéma. Hein, t'as vu, j'ai pas tout dit en plus. Ah, mais parfait. La fin et donc voilà. Non. Et c'est vraiment, enfin voilà. Si vous êtes, en vrai, quand je le regardais à la fin, je me suis dit, c'est un bon film de Noël. Mais exactement, ouais. Du coup, en fait, moi, je me suis pas fait la réflexion de suite. Mais c'est vrai qu'en y pensant, le film se passe en période de Noël, mais du coup, je pense clairement, comme tu dis, genre période de Noël en décembre, il fait un peu froid, t'es devant ta télé, tu regardes ça, c'est bon mood, quoi, je trouve. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même des moments où plutôt drôles, moi j'ai trouvé dans le film, on va revenir dessus. Ouais. Et des moments aussi plutôt tristes, enfin sentimental et tout, un peu sérieux et je trouve que le film jongle assez bien là-dessus tout le long, sans pour autant tomber soit dans le ridicule, soit dans le pâteau, tu vois, vouloir faire du tir à l'arme ou quoi. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Ouais. Mais donc du coup... Vas-y, pardon. Vas-y, non, continue. Je croyais que tu laissais trop. Non, j'allais dire du coup, pour répondre quand même à ton interrogation, quant à le synopsis, donc ça se passe en Nouvelle-Angleterre. Donc c'est bien aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il peut y avoir méprise. Au départ, j'ai la sensation de voir alors après, ma culture cinématographique est pas ultra élancée, ultra grande, mais de voir les scènes de Noël d'Harry Potter, des premiers. Tu sais, dans cette espèce d'univers de grande école anglaise, dans un bâtiment très huppé, avec les gens qui restent pour fêter Noël, tu te dis, mais en fait, c'est pas possible, ça doit pas exister, mais en fait, si. Ouais. Et vraiment, ces scènes-là où il y a des gens qui sont là, bon, alors en fait, il y a juste le côté qu'eux, ils sont pas contents d'être là, mais c'est toujours un peu tourné comme ça. Et puis la façon dont le film est tourné, qui est assez importante, je pense que tu vas vouloir qu'on en parle, mais c'est un film qui se passe dans les années 70. Ouais. Et ce qui est fort, je trouve, c'est qu'il est tourné comme dans les années 70. C'est ça, ouais. Mais, ça, c'est bien. C'est marrant que tu parles d'Harry Potter, parce que du coup, j'ai pris des notes, et je sais qu'il y a un moment où j'ai fait une fixette dessus, et tu verras, j'ai mis des petites références qui m'ont fait rire. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi cette vision d'Harry Potter à plusieurs moments. Ouais. Et oui, il faut savoir, du coup, qu'on peut... moi, j'ai noté quelques anecdotes aussi, de tournage ou trucs comme ça. Et c'est vrai que, comme tu le dis, il fait très film années 70, au-delà de sa qualité d'image ou quoi que ce soit. Notamment parce que ils ont tout filmé en décor réel. Il n'y a quasiment pas eu de post-prod sur le film, c'est ce qu'il disait. Ça a été filmé et monté. Et il y a vraiment, genre, entre guillemets, aucun trucage, quoi. En même temps, tu vas me dire, dans ce genre de truc, il n'y a pas besoin.
Non. Mais vraiment, ils ont tout fait en prise de vue réelle, donc c'est vrai que ça rajoute aussi au côté assez naturel du truc. Donc, on va se faire un petit récap du film. Alors attention, spoiler, hein, désolé, j'avais dit il fallait faire vos devoirs. Si vous n'avez pas vu le film, que vous voulez le découvrir, libre à vous d'arrêter la vidéo maintenant ou de quitter le live pour aller le voir. Sinon, si vous n'avez pas peur de vous faire spoil, après tout, vous pouvez regarder le film derrière, il n'y aura pas trop de problème non plus, si ce n'est que vous vous serez fait un peu révéler le poteau rose. Ouais, le spoil de fin de film, quoi. Ouais, éventuellement, mais après, vous savez, il y a toujours l'argumentaire de est-ce que le plus important, c'est pas d'avoir le cheminement complet plutôt que juste le plot twist. Juste le plot twist. Enfin bref, on va refaire un déroulé complet du film, parce que du coup, en fait, donc pour expliquer comment j'ai fait, moi j'ai vu le film il y a 2 semaines, pour la première fois quand je l'ai découvert, donc vraiment en mode pépouze, en mode visionnage de film, et je l'ai revu du coup hier, en x2, où j'ai repris des notes un peu tout le long du truc pour me remettre déjà le film un peu dans la tête, quoi, et faire un espèce de script un peu scène par scène. Alors il n'y a pas toutes les scènes parce qu'il y en a qui sont pas forcément utiles, mais donc du coup on va revenir là-dessus et du coup donner aussi notre ressenti sur ces scènes-là, est-ce qu'on les a appréciées, à quoi elles nous ont fait penser, etc. Donc le film s'ouvre sur un peu un clip musical promotionnel pour un campus américain. Ouais. J'ai trouvé que vraiment les premières minutes du film, c'est ça, quoi. T'as la petite musique très américaine, très... alors je sais même pas qui c'est qui fait la musique, mais on dirait un peu style Jimi Hendrix, quoi, un truc comme ça, tu vois. Avec toutes un peu les clichés, quoi, de ce grand campus américain, tout le monde... et la neige et tout le monde va à l'école, ça fait vraiment clip promo, quoi. Ouais, directement. Puis enfin, en plus nous en France, on n'a pas trop ces écoles-là où il y a la chorale de l'école qui est présente avec tout ça. Enfin, c'est les enfants de la chorale qui chantent l'hymne de l'école. C'est très pompeux, ça fait très. Ça te met bien dans le contexte du coup. École américaine, école sans doute privée, en tout cas ça a l'air. Faut payer pour y aller, quoi. Puisque payant, mais bon, j'ai l'impression que toutes les écoles aux États-Unis, je connais pas bien le principe, mais il faut payer. École catholique, hein, puisque donc du coup il y a la chorale de l'église de l'école, enfin bref, ça te met vraiment dans l'ambiance et tu vois que parce que c'est pas daté directement le film, mais bon, tu sens bien qu'il n'y a pas de smartphone. On est dans les années tu te sens 70, ça, ouais. à peu près, ouais. On essaie de te replacer le truc. Donc en effet, ça s'ouvre donc sur une chorale sur les images du campus. Et on découvre le prof, donc Paul Hunman, qui est joué par Paul Giamatti, qui d'ailleurs j'ai regardé à 57 ans, alors que dans le film on dirait vraiment qu'il en a 102 ans. Sauf qu'ils l'ont vraiment vieilli, il a une dégaine de fou. Et déjà, genre, rien que pour revenir sur sa prestation genre globale dans le film, on va dire, j'ai adoré genre l'acteur, parce que c'est vraiment, pour vous resituer si vous n'avez pas vu le film, c'est vraiment ce qu'on appelle une gueule au cinéma, quoi. C'est vraiment un mec, il y a les standards de beauté hollywoodiens, et puis il y a des gens qui ont juste une gueule mémorable. Et Paul Giamatti, il est genre incroyable, je trouve. Il a un faciès de fou, quoi. Et en plus, comme tu dis, déjà avec son œil il a un strabisme de dingue, ouais. Il a un strabisme de dingue. D'ailleurs, il y a des petites références à ça dans le film, et c'est ça. On va revenir dessus. C'est marquant un peu, je trouve, justement la façon dont c'est géré et tout, c'est bien amené parce que ça marque une évolution de la relation entre Paul, le professeur, et Angus. C'est vraiment important. Je trouve c'est bien amené. Et vraiment, le personnage principal, il est porté par l'acteur qui vraiment joue bien ce rôle de professeur. Un peu vieux professeur de collège, quoi. Ouais. Il est vraiment dans son vieux mood. De toute façon, le premier plan qu'on voit dans son bureau, c'est sa pipe à fumer. Donc on comprend vraiment encore une fois qu'on est dans les années 70 et tout. Le prof qui a sa petite pipe et qui fait donc ses cours, papier, voilà, quoi. Et donc il est dans son bureau en train de corriger des copies. Et il y a sa collègue un peu collante, visiblement, qui vient... l'embêter. Alors l'embêter avec des guillemets, c'est qu'on sent que visiblement lui ça lui fait un peu chier. Et enfin il comprend pas bien l'interaction qu'il a avec cette personne. Et elle vient lui offrir donc des biscuits de Noël. Et la fête. Et moi le premier truc que j'ai noté parce que ça m'a trigger de fou, c'est qu'elle a du rouge à lèvres sur les dents.
bordel, je sais pas si t'as fait gaffe, et c'est genre, c'est horrible. Non. Ah putain, oui. C'est vraiment genre un giga trigger warning pour moi, ça m'a traumatisé. Ouais, J'étais là, genre en mode putain, là. Alors je pense que c'est fait exprès pour montrer un peu qu'elle a l'air un peu décalée comme personnage. Ça. Ouais, je pense qu'on l'a. Enfin, je suis un abruti, mais oui, on la reverra par la suite. Mais donc, du coup, elle vient lui offrir des biscuits, et on sent bien que lui, c'est un peu le malaise, quoi. Oui. Il est pas hyper à l'aise, visiblement, avec les gens. C'est ça plante bien le décor du personnage, quoi. On te montre un mec vieux dans un collège, donc très certainement avec son bureau, donc très certainement professeur, avec qui il y a une dame qui passe. La dame qui vient, t'as l'impression de voir une meuf habillée de manière un peu farfelue, comme tu dis, avec du rouge à lèvres sur les dents, qui vient lui offrir des gâteaux de Noël de toutes les couleurs. Tu te dis, bon, c'est pas les deux personnes adultes les plus hypées et les plus hypantes du collège. C'est ça, quoi. Bon, on n'est pas dans le fond du panier, mais pas loin, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est pour nous présenter donc très subrepticement, on va dire, le personnage de Paul, du coup. Et ça enchaîne, du coup, sur le dortoir, du coup, des élèves. Donc c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais c'est un lycée masculin, visiblement. Enfin, y a pas de... J'ai pas eu l'impression qu'il y avait des élèves filles dans le truc. En tout cas, on voit pas d'élèves filles. C'est pas précisé, mais certainement, ouais. On n'en voit pas du tout, mais donc là, de toute façon, c'est un dortoir de mecs et... on voit que c'est tout de suite le bordel. Par contre, là, tu te dis, bon, pour un truc un peu huppé quand même, là, on sent que c'est justement donc le départ en vacances pour les périodes de Noël. Parce que c'est un peu le souk, tout le monde tourne de partout, c'est un peu le gros boxon. Et donc, on rencontre Angus Tully, qui sera donc plus ou moins le personnage principal de l'histoire. Et notamment Teddy, alors Coons, je sais plus trop exactement comment ça se prononce. Ouais, c'est ça. Qui est déjà sur les premières altercations en tout cas qu'il a avec Angus, un gros con déjà, on peut le dire. Mais on va revenir dessus. En tout cas, moi j'ai souvent mis des notes genre en mode Coons c'est un gros con, donc c'est la première occurrence. Donc voilà, donc Coons arrive et c'est vraiment genre le gros con qui fait chier, quoi, parce que il vient en gros chercher des noix à Angus parce qu'il lui a volé des clopes, je crois que c'est ça au début. Oui, de toute façon il s'embrouille tellement qu'il y a plein de raisons nulles, mais je crois que c'est celle-là. Donc on rencontre ces deux-là, et donc c'est vrai que moi en plus à ce moment-là, j'ai juste les premières brides du synopsis que j'avais vu genre sur internet. Donc je me disais, il y a un groupe d'élèves qui reste et tout, et en plus donc Coons précise que Angus lui il se barre alors que lui il va rester à l'école parce que y a personne pour venir le chercher. Donc j'étais là genre en mode je ne vais pas réussir. Je vois l'archétype de perso qui est Teddy Coons et je vais pas réussir à le tanker pendant 2 heures, tu vois. Parce que ça m'insupporte les gamins vraiment, même en me disant bon il va avoir un arc rédemption, il va redevenir cool et tout. Il aura l'air du coup non, mais mais pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Gueule, quoi. Je me suis dit putain quelle horreur. Mais ça a l'air d'être un personnage principal et tout, donc j'étais vraiment au bout de ma vie. Mais donc voilà, on nous présente notamment ces deux personnages-là au dortoir, et ensuite donc ces directions, j'ai mis la direction la cantine de Poudlard, tu vois. J'avais noté parce que en effet, grande scène où on les voit, c'est littéralement Poudlard, hein. C'est-à-dire qu'il y a 4 grandes tables de 50 mètres, avec un espèce de promontoire au bout où il y a la table des professeurs qui mangent, et on se croirait vraiment, tu rajoutes 2-3 citrouilles et des bougies qui flottent, et t'es à Poudlard, quoi. Ça, c'est l'archétype du collège anglais en fait, hein, au final. Vraiment. C'est vraiment l'idée qu'on peut se faire du collège anglais et de comment est-ce que les Anglais vivent à l'internat quand ils sont au collège. Poudlard, c'est cette inspiration-là, mais là vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, on y est quoi, c'est ça. Moi j'étais bien dedans. J'ai eu le doute de est-ce que c'est en Angleterre, parce qu'au début on sait pas. Ils en parlent pas, on peut s'en douter, mais ils en parlent pas, même s'ils disent où est-ce qu'ils partent en vacances au départ, mais j'avoue que moi en géographie américaine, c'est quand même un nom particulier, donc je vois pas trop. Et je me dis, bon, en fait, voilà, ils partent en Angleterre, quoi. Ils sont en Angleterre. Non, mais du coup, c'est bien en Nouvelle-Angleterre, du coup, mais donc c'est aux States et c'est pas loin de Boston. Mais donc c'est vrai que, voilà, il y a cette image qui vraiment est très frappante, quoi. Donc cette espèce de giga cantine que nous, on ne connaît pas du tout. On va dire giga réfectoire, où donc on voit les élèves manger, mais on s'arrête notamment surtout sur la table des professeurs qui sont en train de bouffer,
Et c'est là où on voit que déjà, le bon Paul, même les professeurs entre eux, visiblement, ne peuvent pas vraiment le blairer, puisque déjà, enfin, tout le monde mange, son siège est vide, enfin, je veux dire, ça chagrine personne. Et donc on a... donc moi j'étais encore sur ma référence Harry Potter, j'ai écrit Severus Rogue dit que sa mère a un lupus, parce que il a vraiment les cheveux noirs un peu longs, Ouais. enfin moins longs, mais je me suis dit, il a vraiment la tête du prof pas sympa, tu vois. Qui donc... alors je sais même plus comment il s'appelle ce gars-là, mais qui est le prof, donc il devait rester normalement, garder les élèves justement, comme tu disais, de l'internat pendant les fêtes de Noël, ceux qui ne peuvent pas rentrer avec leur famille. Mais visiblement, comme c'est quand même The Corvée que personne n'a envie de faire, il se dédouane, comme tu l'as dit, en expliquant que sa mère aurait un lupus, ce qui est complètement faux. Enfin, il dit « je suis pas au courant ». En plus, il a une phrase qui est folle, c'est-à-dire que son collègue lui dit « ah bon, mais ta mère a un lupus ?» Et lui, il répond je sais plus quoi, genre « oui, certainement, mais j'en sais rien », tu vois. Et qui est une phrase complètement terrible. Et donc, du coup, c'est l'argument qu'il donne au directeur pour se défiler, et donc... sur qui ça va retomber? Sur Paul. Donc, rencontre avec le directeur, et là, il y a une ambiance qui est pas folle. C'est-à-dire que du coup, Paul est convoqué chez le directeur lui explique qu'il va devoir être de corvée encore cette année. Alors, Paul comprend visiblement de suite qu'il s'est fait arnaquer, hein, en gros, hein, parce que le lupus de la mère de l'autre... visiblement, c'est peut-être pas la première fois qu'il sort l'excuse, mais... Il a beaucoup de défauts, le personnage principal, mais il est pas bête, quoi. Ouais, il est très malin, il sent le truc venir. Et en plus, on sent que l'ambiance est pas folle, parce que, en plus, donc, le directeur de l'établissement, c'est un ancien élève à lui. Oui. Donc, il y a une espèce de rapport forcément un peu bizarre, ambigu, du fait que... alors, on l'a pas encore vu, on le verra par la suite, mais Paul, vieux professeur, est pas très souple non plus avec ses élèves, quoi. Donc ambiance pas dingue, et en plus donc il y a un giga accrochage sur le fait que le directeur avait demandé à Paul du coup de favoriser... salut Cordison, bienvenue. Avait demandé de favoriser un élève d'un père qui finançait l'école, parce que donc c'est une école privée. Et Paul avait refusé de donner une bonne note, en gros de falsifier les notes de cet élève, et donc l'avait recalé. Et donc ça avait fait perdre de l'argent à l'établissement, et donc visiblement, le directeur, c'est pognon, quoi. J'écris le pognon, 3 points d'exclamation. Ouais, c'est ça. C'est une école à l'américaine, quoi. Hein. C'est-à-dire que t'es financé par les élèves qui veulent venir. Et plus tu coûtes cher, plus il faut avoir des élèves prestigieux et de bonne famille. Des labs, et lui il a dit en fait c'est un des discours que le professeur aura tout au long du film, c'est-à-dire que pour lui c'est symptôme d'un échec de la société que de se dire que plus t'as d'argent, plus t'auras de diplôme, puisque on te donnera tes diplômes vu que tu payes l'entrée dans ton école. Donc voilà, c'est vraiment c'est ça, voilà, comme ça, c'est une théorie qu'on peut partager ou non, hein, mais c'est tout à fait. Il défend son intégrité de professeur, et donc il balance être souple avec ses élèves. Oui, j'ai vu, disons qu'il dit être souple avec ses élèves, dans certaines situations, ça peut être mal vu. Non, mais justement, donc, on voit cet accrochage-là donc, avec le directeur, et là, paf, dernier cours avant les vacances, donc Paul qui reçoit sa classe. Donc dans la classe, il y a donc, notamment Angus et ce connard de Teddy. Et donc du coup c'est là où on voit aussi, donc encore une fois on nous montre un peu le caractère de Paul, qui donc est un prof vraiment très content de tailler ses élèves de ouf, puisque il arrive et il est quand même assez content de leur distribuer des mauvaises notes, qui sont, si on suit la logique de Paul quand même, qui sont une résultante de leur... du fait qu'il ne travaille pas, hein, en fait, hein, parce que lui, visiblement, c'est quelqu'un qui bosse un peu, enfin, qui donne sa note au mérite, hein, c'est-à-dire, soit tu connais pas, hein, visiblement, il triche pas là-dessus. Mais donc, du coup, il est très content quand même de bien les défoncer, et donc on note qu'ils ont tous des notes catastrophiques, à l'exception, de Angus, qui a un B+, mais on sent bien que ça change pas trop la donne. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si t'as fait gaffe, quand il rend les notes... Il siffle une musique.
Oui. Si je dis pas de conneries, c'est le truc des Valkyries. C'est la charge des Valkyries, exactement. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment voilà, le gars qui va au combat et qui, voilà, Ouais, qui de va leur dire, désinvolture, oh, massacre ses élèves en pâture. Il en a vraiment rien à foutre de leur somme. C'est ça. Parce que du coup, c'est censé être la dernière note de l'année. Et d'ailleurs, il y a Teddy Connard, Monsieur Kunz, qui va dire mais mon Dieu, mes parents vont me tuer si je valide pas mon année, enfin cette matière, quoi. Et donc, au début, Paul va leur dire bah ok, on fait du rattrapage. Par contre, je vous remets pas le même contrôle sur le même sujet. On va lancer un nouveau chapitre sur la guerre du Péloponnèse. Alors, petit quiz, guerre du Péloponnèse. Pocket. C'est Grèce antique, non? C'est facile, je connais la matière du professeur, mais. C'est ça, c'est Sparte, exactement. Je vois Sparta dans le chat. Putain, ils ont encore regardé 300. On a des gens cultivés. Ah, c'était peut-être pas sorti à l'époque. Les Thermopyles, tout ça, en effet, c'était quand Sparte contre Athènes. Guerre du Péloponnèse. Mais donc du coup, il leur dit bon, ben on va faire le cours guerre du Péloponnèse et tout. Et là, de suite, il y a Angus qui, pareil, on le caractérise un peu comme un gosse qui se croit un peu malin finalement et qui en plus a l'air d'avoir des bonnes notes, sans trop forcer. Il dit bon ben voilà, c'est peut-être un peu tard pour commencer un nouveau chapitre. Donc ça me semble un peu stupide. Et là, Paul est très content de cette... Ouais, surtout, Angus réclame de partir, quoi, parce que tout le monde s'en va et que c'est les vacances et qui dit c'est bon, vous nous saoulez, on va pas commencer un nouveau chapitre maintenant, laissez-nous partir en vacances. Ouais, il a un peu cette démarche-là, mais après, qui reste aussi logique. Je veux dire, ils étaient à 1 heure ou 2 du départ en vacances, tu vois, commencer un nouveau chapitre maintenant, un peu chaud. Enfin, ça pouvait s'entendre, quoi. Sauf qu'il s'attendait pas à ce que Paul soit aussi vicelard, puisqu'il lui dit ah mais moi je voudrais surtout pas faire quelque chose d'absurde et passer pour quelqu'un d'absurde, donc tu as raison, on va pas commencer le chapitre maintenant, démerdez-vous, vous le réviserez de votre côté, et à la limite on fera même pas de deuxième contrôle, quoi. C'est ça, en gros il leur dit votre examen de rattrapage, ben vous l'aurez pas du coup, c'est pas grave. Donc pas l'examen de rattrapage, tout ça parce que Monsieur Tully a ouvert sa bouche. C'est ça. Et en plus, donc on sent que bon, c'est les années 70, donc le bully, machin et tout, c'est encore un concept un peu abstrait, hein, parce que il se réserve pas du tout. Enfin, tu vois, il le dit en plus clairement. Si vous avez quelqu'un à punir pour le fait que vous l'avez tous dans le cul, c'est Monsieur Tully, et en plus, lui, conserve son B+, donc finalement, s'en sort très bien. Donc tu sens qu'il n'y a pas une ambiance de fou. Et que Angus, de toute façon, il s'en branle un peu parce que de toute façon, il part en vacances de Noël. Oui. Donc il se dit à la limite, je reviens dans 2 semaines et on aura un peu oublié le bail, peut-être. Donc voilà, ouais, comment se clôture un peu le dernier cours avant les fêtes de Noël. Et donc on se retrouve dans l'espèce de... pas de grand hall de réception de l'école, je sais même pas comment... Ouais, je dirais même dans l'église, hein. Comment expliquer ça? Ouais, ça fait vraiment une espèce de hall d'église, puisqu'en plus il y a le piano ou l'orgue, je sais plus exactement comment c'est foutu. J'allais avoir une réaction du... et on rend hommage donc à un ancien élève, visiblement, en plus de fêter la fin des cours et le départ en vacances. Il y a donc une espèce d'hommage pour un ancien élève qui est mort, donc visiblement à l'armée, donc comme tu l'as dit au Vietnam, on est dans les années 70. Ouais. Et donc c'est le fils de Marie, la cuisinière, enfin une des cuisinières de l'école, qu'on avait déjà vu, je crois, 1 ou 2 scènes avant, je l'avais pas forcément stipulé, mais qui reviendra du coup, qui va être un personnage important pour la suite. Et donc voilà, Marie qui est cuistot à l'école, et donc son fils avait fait ses classes dans cette école-là, mais il est mort au combat, donc on sent qu'il y a un peu une petite ambiance. Et donc du coup, tout le monde se barre, hein, c'est le départ en vacances, on voit Angus qui attend à la sortie de l'école, sauf que... Alors, si j'ai noté que Kunz était un gros con, il y a un truc que j'ai tout de suite noté et qui revient aussi 1 ou 2 fois dans mes notes, c'est la mère d'Angus est une grosse connasse infinie. Une grosse connasse infinie, ça lui va bien. C'est quand même assez... Il y a vraiment 2 grosses raclures de bidet dans tout le film. C'est Teddy Kunz et la mère d'Angus, quoi. Vraiment, il n'y a pas... Et Teddy Kunz, encore, tu peux... Et c'est un gamin, quoi. Pardonner, c'est un ado. Tu vois, et en vrai, il tient des propos d'ado. D'adolescent un peu trop pourri gâté, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, dans le film, il te le montre bien.
Mais voilà, c'est des propos d'adolescent pour rigoler. Là, sa mère, elle vient pas le chercher pour aller fêter sa nuit de noces avec son nouveau mari. C'est ça, exactement ça. Donc, Sachant du coup, que ça fait 6 mois qu'ils sont mariés, quoi. Ouais, et sans prévenir son gosse au préalable, parce que c'est ça le plus fou. C'est-à-dire que Angus attend la sortie de l'école, personne ne vient le chercher, donc il se dit, bah, what the fuck. Il passe un coup de fil, et sa mère lui explique donc au téléphone, je ne viendrai pas te chercher, tu vas passer, parce qu'on parle des vacances de Noël, mais Noël est ton jour de l'an, à l'internat solo, alors pas vraiment solo, puisqu'il y a d'autres élèves qui sont coincés à l'internat, mais je veux dire, quelle dinguerie. Et donc tout ça parce que madame doit faire sa nuit de noces qu'elle a pas fait, enfin son voyage de noces, avec son nouveau mec. Et donc c'est là qu'on apprend que... alors j'ai écrit, on comprend que les parents sont séparés, entre parenthèses, père mort pour interrogation, puisqu'on sait pas. Il dit juste, ton père me manque, il est plus là, mais j'ai refait ma vie. Donc, on sent que c'est un peu la misère. Et sur le plan d'après, on voit donc le conseil restreint, j'ai mis les pauvres élèves qui restent du coup à l'internat. Et Paul qui est en train de leur expliquer, donc il a une espèce de bible de ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, mais en plus lui, il a l'air d'être vraiment très strict. Et qui leur explique qu'en gros, ils vont vivre 2 semaines un peu merdiques. Et sur le coup, donc on voit Angus qui débarque et Paul reste fidèle à lui-même et malgré la détresse évidente du gamin qui a l'air d'être au bout de sa life parce que personne vient le chercher pour Noël et tout, il rajoute un clou dans le cercueil vraiment en les démontant, genre en mode de toute façon vous allez c'est réveil au petit matin, sport, révision, l'enfer quoi. C'est vraiment, ça donne pas envie. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ah non, mais moi, les vacances qu'il propose me donnent absolument pas envie. C'est d'ailleurs ce que lui dit le personnage de Teddy, qui lui dit, non mais vous déconnez, on va pas réviser pendant les vacances, on va pas travailler le scolaire pendant les vacances. Si, on va faire après, bon, c'est des trucs qui sont dans une grande école, hein, donc... Oui. Mais on va faire de l'étude de l'histoire antique. Parce que moi, ce qui me tue, c'est vraiment, il leur dit, genre mot pour mot, genre on va suivre comment il dit ça ? On va suivre le planning scolaire, en fait. Donc c'est vraiment, en plus, je veux dire, pas de grasse mat, c'est debout 8 heures, cours, machin, enfin vraiment le truc qui a l'air d'être horrible. Et en plus, cerise sur le ghetto, si je puis dire, ils vont vivre dans le gymnase pourri, parce que du coup, le campus est immense, et comme ils sont que quelques élèves, alors du coup, j'ai pas spécialement noté tout le monde, mais donc, il y a Teddy... Il y a Tully, il y a un espèce de surfeur cool, un blond aux cheveux longs qui a l'air un peu... Le capitaine de l'équipe de foot aussi. Voilà, c'est un capitaine de l'équipe de foot, c'est vraiment le BG, le chill guy. Il y a un petit coréen et il y a un petit mormon. C'est comme ça, je les résume parce que c'est comme ça qu'ils sont définis. Et puis ils servent qu'à ça en plus, hein, tu sais. Bah oui, du coup on n'en saura pas plus parce que moi je me suis dit donc ça va être eux les 5 persos, va falloir faire un peu avec. Mais finalement donc on va voir par la suite que les effectifs vont se réduire. Mais donc ils se retrouvent donc dans un espèce de dortoir un peu pourri à côté du gymnase. Qui en plus du coup ne les ravit pas forcément de se retrouver là-bas. Parce qu'en plus ils coupent le chauffage dans les chambres vu qu'il n'y a personne. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus personne, donc ils leur coupent le chauffage dans les chambres pour qu'ils puissent aller dormir. Mais tous ensemble dans le gymnase. Oh punaise. C'est la classe quand même. Hein. Tu te dis, heureusement que tu payes le prix que tu payes pour de rester là-bas pendant les vacances de Noël. Hein. C'est ça. C'est ça. Du coup, on voit Paul, donc là, petite interaction. Donc on voit Paul qui va piquer un coup de boisson à Marie. Qui est resté du coup à la cantine, puisque donc Marie, donc on resitue, c'est la cantinière dont le fils est décédé du coup à l'armée. Donc du coup elle reste aussi pour les fêtes pour faire la cantine aux gamins restés sur place, parce que elle dit j'ai pas tellement envie de fêter Noël, déjà parce qu'elle est endeuillée, qu'elle a pas vraiment de famille, si ce n'est que, enfin, elle est censée être invitée chez sa sœur. Oui. Qui habite vers Boston, du coup, et qui est enceinte, mais bon, elle est pas trop d'humeur, donc elle préfère rester à l'école. Surtout qu'elle lui dit, je crois, c'est à ce moment-là qu'elle lui dit, en plus, c'est le dernier endroit où j'ai été avec mon fils, cette école-là, quand il était encore étudiant, donc je me sens un peu bien de rester là. Voilà.
Après, il y a un truc que moi j'ai noté. Qui allait faire caca chez Paul Belvan, pardon. Il y a un truc que j'ai noté moi dans l'évolution du personnage principal, donc du prof, c'est que pendant très longtemps dans le film, il l'appelle par son nom et par son... Voilà, il l'appelle Monsieur Hunman. Et son prénom, on l'apprend que très tard. Et dans des circonstances quand même très particulières. Et en fait, c'est ça. Je trouve que quand il en a son prénom, ça casse. C'est comme par hasard, c'est fait exprès, bien sûr. Mais c'est le moment où on casse l'image du prof ultra strict, ultra pénible, qui fera en sorte que de toute façon tu te fasses chier, que sa matière n'est pas intéressante. Et au moment où on apprend son prénom, on rentre un peu plus dans son intimité aussi. Jusqu'à 3/4 du film, on n'a pas son prénom. Ouais. Et c'est quand même très particulier, je trouve. Tu vois, je me rappelais même pas là, tu me l'as rappelé, mais c'est vrai que oui, au début, on sait pas. On n'a pas son prénom. C'est vrai, tout le monde l'appelle monsieur. Ouais, en plus, lui, il y tient parce que c'est un prof à l'ancienne, donc c'est monsieur, quoi. Exactement. Et ils vont pas l'appeler Polo, quoi. Non, c'est pas du tout l'ambiance. D'ailleurs, le respect du prof passe-t-il par le vouvoiement? Très bon débat. Mais justement, moi, c'est un truc auquel je m'attendais. Alors après, j'ai écouté la version québécoise et dans la version française aussi. Mais déjà, en anglais, la différence entre le vouvoiement et le tutoiement, elle est quand même très particulière, voire quasi inexistante. En français, elle y est tout le temps. Et tout au long du film, le personnage principal, il va vouvoyer le professeur. Malgré le fait qu'à un moment donné, il l'appelle par son prénom en français, il va le vouvoyer. Et moi, j'attendais le moment où il allait le tutoyer quand même. Et même à la fin... Non, il franchit pas non plus. Mais même à la fin, il franchit pas ce pas-là. Il le tutoie pas, il le vouvoie jusqu'à la fin. Non, parce qu'en plus, il y a... En fait, il y a, je pense que dans la logique, en plus, il y a le vouvoiement du début du film qui est dû au fait que c'est un professeur, qu'il faut le respecter et tout. Mais en plus, de toute façon, même à la fin, quand ils vont se rapprocher, il y a le vouvoiement du... En fait, Paul a gagné le respect d'Angus, en fait. Donc je pense qu'il le voit parce que justement, il devient aussi à ses yeux quelqu'un de respectable, et bon, ça reste son prof aussi, tu vois. Ouais, enfin après, je te respecte, mais je te vois pas, mec. Hein. Oui, mais normal. Mais moi, je ne vois personne, je te rassure. Hein. Depuis que je suis sorti de l'école, je n'ai jamais vouvoyé personne. Je ne supporte pas le vouvoiement. Donc... moi, je vous vois mon chef quand même, je t'avoue. Ah non, moi, c'est mort. C'est mort. Je fais ma tête brûlée, mais j'aime pas. Donc, tout ce petit monde se retrouve donc dans leur nouveau foyer, hein, leur super internat pourri du gymnase, et donc Angus s'embrouille avec le gros con de Kunz, hein, c'est ce que j'ai écrit, pour une photo de famille, parce que donc du coup on la voit préalablement quand il fait ses valises au départ, mais Angus a une photo de famille, donc avec son père, sa mère et lui dessus. Photo qui a disparu, et donc forcément, si quelqu'un te fait des ennuis, c'est forcément ce gros con de Teddy. Donc, les esprits s'échauffent, ça s'insulte sévèrement, et donc ça finit en bagarre. Giga bagarre, et donc du coup, le professeur arrive, hein, Paul arrive, et donc du coup, coup de pression monumentale, il leur dit qu'ils vont être punis à vie sur 25 générations. S'ils ne donnent pas les raisons de l'embrouille, enfin non, c'est même pas les raisons de l'embrouille, juste qui a commencé en gros. Ouais, en gros, ce qu'il leur demande, c'est qui est-ce qui a commencé. C'est ça. Et donc, il leur dit bon, mais très bien, personne ne veut se dénoncer, on va faire comme à l'ancien, on va faire comme à tard l'époque. C'est ça, à la romaine, je crois, c'est ça qu'il dit, non oui, je sais qu'il leur dit, mais un truc du genre, et en gros, il leur dit plus ça va, plus vous le direz pas, plus je vais rajouter des sanctions, et ce sera pour tout le monde. C'est ça, donc du coup il leur dit qu'ils vont devoir nettoyer toute la bibliothèque ou je sais pas quoi, et il commence à se lancer dans un truc ultra crade où il leur dit vous devrez enlever les chewing-gums et les morves collés sous les tables ou je sais pas quoi. Et donc le petit mormon, qui a l'air d'être le plus jeune de toute façon du groupe, des 5, finit par craquer, et donc il balance Kunz, qui est puni, alléluia. Donc Kunz est puni et il doit nettoyer je sais plus quoi. Je sais pas, en tout cas, oui, il est puni. Voilà, il est puni. Transition, sans transition. Tout ce petit monde se retrouve pour le repas du soir, donc... que c'est repas du soir, repas de midi, je ne sais plus, peu importe. Donc à la cantine. Et donc Kunz revient de sa punition, et j'ai écrit Kunz c'est un FDP, voilà, pour ne pas changer. Puisque du coup donc il revient blasé déjà de s'être fait dénoncer et puis d'avoir dû faire le ménage machin et tout, et tout le monde mange donc le repas fait par Marie, mais Kunz est un véritable gros con, et en plus ce que j'ai dit c'est qu'il est solo dans son délire, le dude, c'est à dire que il pourrit Marie sans trop de raison,
D'ailleurs, j'ai écrit « Il pourrit Marie sans raison, virgule, probablement raciste ». C'est ce que j'ai noté, puisque vraiment, genre, on va dire qu'elle lui a rien fait de particulier. Alors, je sais que je suis pas spécialement... J'ai jamais été un grand adepte de la bouffe de cantine, tu vois. Mais, genre, il a vraiment un comportement de gros connard, en mode « Non, mais elle fait de la bouffe dégueulasse. Puis l'avantage, c'est que même si elle fait mal son taf, on la virera pas. Enfin, genre, il a vraiment des takes très bizarres. Et du coup, Paul s'énerve de ouf. Et là, on le voit vraiment sortir de ses gonds. Et donc, on voit encore un trait de caractère qui nous est montré par le film, que Paul déteste visiblement les injustices quand même, quoi. Ouais, puis le respect. On parle encore là du respect pour les Oui, gens. en Et effet. la personne qui critiquait ouvertement comme ça, la personne qui lui a fait à manger, même si c'est pas bon ou quoi que ce soit. Et en gros, il lui dit, mais il lui parle d'un manque de... Enfin, une fois encore, il réagit sur un manque de respect, quoi. C'est ça. Vraiment, ça lui tire à cœur. Surtout dans la période de souffrance que tire la cantinière à ce moment-là, quoi. Encore plus, ouais. Et donc, du coup, il s'énerve de dingue. Et il a cette phrase que je trouve merveilleuse, parce que donc, du coup, il explique que eux sont des pourris gâtés. D'ailleurs, là encore une fois, on voit un peu sa démarche moralisatrice qu'il a depuis le début avec les élèves, c'est-à-dire qu'il l'embarque pas, alors que Teddy était le seul dans son délire en plus, hein, parce que les autres le regardaient vraiment en fronçant les sourcils, hein, même les autres élèves, genre en mode qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Et mais Paul, il est là, il leur dit à tous, genre vous êtes nés genre avec une cuillère en argent à la bouche, on vous a tout donné, vous avez une putain de belle vie. Et il sort cette phrase que je trouve assez incroyable: Monsieur Kunz, pour beaucoup la vie est comme une échelle à poulailler, merdique et courte. Je l'ai trouvé assez génial cette phrase, et donc du coup on sent que bon, il a quand même posé les points sur les i, et donc tout le monde part un peu se coucher la queue entre les jambes, si je puis dire. Ça. Presque tout le monde. Presque tout le monde, parce que lui il va aller boire un coup avec Marie. Et du coup, squat, il y a une espèce de kitchenette, là, je sais pas exactement où c'est, j'ai pas les plans cadastrales de l'école, qui est de toute façon immense. C'est la dépendance de la cuisinière, quoi. C'est ça, ouais, l'espèce de dépendance de la cuisinière. De toute façon, la cabane d'Hagrid. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Où on se trouve dans Poudlard, donc c'est la cabane d'Hagrid, où du coup Marie est devant une espèce d'émission de télé, émission de télé des années 70, hein, mais un peu abrutissant de bas de plafond, on va dire. Et donc Paul vient passer un peu la soirée avec elle, déjà parce qu'il pense que quand même elle est un peu solo, quoi, donc il va pour, on va dire, un peu la réconforter, même si il est très distant, enfin comme le personnage l'est depuis le début, on va dire. Et il vient surtout pour picoler un coup, parce qu'il aime bien boire quand même, mine de rien. Oui, il a une tendance à l'alcoolisme quand même, notre ami Polo. Hein. Ouais, quand même. Et donc voilà, on signe, c'est pas une scène vraiment très importante, mais voilà, on commence à avoir aussi un rapprochement entre Paul et Marie, puisqu'en plus Marie va un peu plus loin dans son background, elle lui explique que elle a aussi perdu son mari, il y a vraiment une ambiance de fou d'ailleurs, hein, parce qu'elle vient de perdre son fils, oui. Elle lui explique qu'elle a perdu son mari qui avait plus ou moins le même âge que son fils là où, au moment où il meurt, c'est-à-dire dans la vingtaine, un truc comme ça. Donc c'est vraiment la giga déprime, la grosse ambiance, et je me rappelle même plus si c'est à ce moment-là qu'elle lui dit que les élèves le détestent. Je crois que c'est déjà ce moment-là où elle commence à lui dire, mais vous savez que les élèves vous aiment pas, enfin vous êtes dur avec eux, et que les profs aussi. Il me semble que c'est à ce moment-là qu'ils ont cette conversation. Je sais plus si c'est à ce moment-là ou pas. Parce qu'il y a plusieurs soirées comme ça qui passent devant la télé, mais je crois que c'était à ce moment-là. Bon, finalement, peu importe. Mais et on voit que Paul est parfaitement au courant de la situation. Il dit, mais en gros, je sais, mais ça m'impacte pas plus que ça. Du moins, c'est ce qu'il dit à ce moment-là. De toute façon, on sent que même, comme tu dis, ça n'impacte pas plus que ça à ce moment-là. On sent quand même que c'est très surjoué parce que justement, ça semble que tout de même, c'est très marqué et par tout le monde. Et c'est quand même une situation qui est difficile à vivre, quoi. Quand tu vis sur ton lieu de travail toute ta vie, toute l'année, et que les élèves à qui tu enseignes, il n'y en a pas un qui peut te blairer, tes collègues, il n'y en a pas un qui peut te blairer, et que tu discutes avec personne. Enfin, il y a un moment donné, c'est pesant. Ouais, ça doit être pesant. Il y a un moment donné, c'est pesant, quoi. Donc bon. Mais du coup, le lendemain matin,
peut-être par vengeance, parce que justement il sait qu'on le déteste, je ne sais pas, mais c'est réveil à la militaire, quoi. C'est-à-dire que il les réveille en tapant sur des casseroles, allez debout les jeunes, les mecs sont au bout de leur life, et c'est course sous la neige. Donc c'est-à-dire qu'il fait hyper froid, on les fait courir sous la neige, le plan d'après, ils sont en train de réviser leurs cours dans une... On dirait qu'ils sont en heure de colle tellement c'est l'ambiance de fou. Bref, on sent que le début des vacances s'annonce pas hyper fun. Donc c'est leur première journée, on va dire, en prison. qui nous est ellipsée de manière assez rapide. Et on est de nouveau la nuit. Et là, j'ai écrit épisode pipi au lit. Qu'on va peut-être pas plus débriefer que ça, puisque finalement il est pas si important que ça, si ce n'est pour nous montrer que Angus est pas un si gros connard que ça, parce qu'il est un peu montré comme une tête brûlée, un peu rebelle, un peu machin. Mais donc épisode pipi au lit, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a le petit coréen qui se pisse dessus, puisqu'il fait... alors je sais pas si c'est vraiment qu'il fait un cauchemar, mais en gros il est trop triste d'être tout seul là, quoi, ça le fait chier. Puisqu'il a expliqué du coup plus loin dans le film, enfin avant dans le film, que ses parents sont en Corée du Sud, donc c'est trop loin lui pour qu'il puisse rentrer, donc il passe ses vacances ici. Et donc Angus va l'aider à nettoyer son incident pipi, mais ça n'a pas plus d'importance que ça. Avant ça, il me semble aussi qu'il y a une scène qui est pas mal, qui est marquante, c'est que tu disais justement Teddy c'est un gros con. Il y a le moment où il pique les gants au petit Mormon, là. Il les balance dans la rivière. Oui, donc et ça c'est pour se venger du fait qu'il l'ait dénoncé. Oui, et à ce moment-là, en fait, on se rend compte déjà, en fait, que Angus Tully est peut-être pas un si gros con que ça, parce que le petit Mormon, il lui dit, mais en gros, pourquoi il a jeté qu'un gant à la rivière? Et il lui dit, mais c'est justement pour que tu gardes le deuxième et que tu t'en rappelles. Ouais. Et bon, le petit gamin, il balance le gant à la rivière, mais... voilà, il a pas participé. Tully participe pas à la maltraitance en gros du jeune homme, malgré ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu dire. Il intervient pas non plus, mais tu sens que bon, allez, il cautionne pas tout ça quoi non plus. Et déjà, tu commences à voir la description du jeune homme, comme tu disais, parce que c'est relié aussi à la scène du pipi au lit, où en fait il intervient pour aider le jeune homme qui s'est fait pipi dessus en lui disant t'inquiète pas, je dirai rien. Demain matin, je t'aiderai à ranger tes draps parce que sinon tu vas te faire défoncer. Oui, c'est ça. On sent que lui, finalement, il passe pas un bon moment ici, mais il a pas de raison particulière pour que tout le monde passe un mauvais moment, donc il joue un espèce de rôle de gars, de grand frère bienveillant, on va dire. Sans pour autant protéger ou quoi, parce que c'est pas son rôle, mais bon, voilà. Il est aidant. Deuxième jour, ou troisième jour finalement, c'est pas trop, c'est un peu ellipsé, mais on va dire deuxième jour de cours en prison. Un truc que j'ai bien aimé dans le film, je suis désolé, je te coupe. Vas-y. Il y a les dates dans le film, en fait. Oui. Parce que je t'avoue qu'en même temps qu'on en parle, je l'ai en suivi derrière un peu sur les scènes. Ouais. Sur moi, ce qui m'avait marqué, je m'étais marqué quelques timecodes. Et en fait, il y a les dates dans le film à chaque fois, genre la scène qui arrive, par exemple, il y a marqué 22 décembre, 6e jour. Ouais, voilà. C'est jour 6. Genre, oui, donc c'est bien ce qui me semblait qu'il y a... Ça fait un peu penser à un pénitencier, tu vois. 6e jour de captivité. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font? C'est très bien foutu, c'est très bien fichu. Ouais. Puis du coup, on voit l'échéance aussi, justement, de Noël qui arrive et qui s'annonce pas super, a priori. Sauf que là, donc, ils sont en train de réviser, de se faire chier comme des rats à réviser en heures de retenue. Ça ressemble vraiment à des heures de retenue, je suis désolé. Et on entend un bruit d'hélicoptère, et donc c'est le bruit de l'hélicoptère de l'élève cool, du footballeur. Puisque c'est vrai qu'on a skippé ce passage-là, mais donc parmi un des élèves qui reste sur place, on vous a cité le mec cool, le chill guy, avec ses beaux longs cheveux blonds. En fait, il est là, lui, parce que il est un peu en bras de fer avec son père qui lui a dit si tu coupes pas tes cheveux, je viens pas te chercher et tu passes Noël à l'internat. Et comme l'autre, c'est un cool guy, il a dit non, je garde mes cheveux longs, il va bien te faire mettre. Et il a dit de toute façon, c'est un bras de fer et mon père me laissera pas ici, il viendra me chercher, c'est sûr. Et ce petit vaurien avait raison, puisque donc on voit l'hélicoptère du papa cool qui arrive. Et donc pour lui, c'est la délivrance, hein, il va pouvoir se barrer et en l'occurrence aller au ski.
Et donc il dit papa, s'il te plaît, promis. Alors, c'est vrai que c'est pas dit, il n'y a pas ce dialogue-là, mais à la fin du film, on voit qu'il s'est coupé les cheveux quand il revient des fêtes de vacances. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un bail, genre allez, j'accepte de me couper les cheveux et tout, mais est-ce qu'on peut prendre mes potos avec moi et on va tous au ski parce qu'ici c'est trop la S. En gros, je pense qu'il y a un peu un truc comme ça, et donc il essaye de négocier auprès de son père, et son père dit bah ok, vas-y, let's go, pourquoi pas, c'est une autre époque, hein, c'est les années 70, il n'y a pas d'embrouille et tout, je prends des enfants que je connais pas, on les emmène au ski, et ça sera super. Et donc, Paul se retrouve à passer 2-3 coups de fil aux parents des élèves restés sur place, pour leur dire bah voilà, il y a une occasion, ils peuvent se barrer en vacances au ski, et comme la plupart des parents, j'imagine, ne sont pas des tyrans, ils disent oui, bah, let's go. Sauf que, bien évidemment, la mère d'Angus, qui est une véritable grosse connasse, on le rappelle, hein, qui est en lune de miel avec son nouveau mec, eh ben, ne répond pas, puisqu'elle n'est pas chez elle. Elle est injoignable. J'ai écrit la mère d'Angus, sa FDP de mère est injoignable. J'ai écrit ça. Oui, donc, c'est ça, c'est tout à fait ça. N'ayant pas l'autorisation, ses 4 potes se barrent au ski et Angus se retrouve tout seul au bahut avec du coup son professeur Paul et la cantinière Marie. Donc il est vraiment au bout de sa vie. Et j'ai rajouté pour terminer, Con c'est toujours un connard puisque c'est bien lui qui avait la photo de famille de Angus et qui lui jette au visage en partant en mode bah, de toute façon moi je me casse donc tiens prends ta photo de merde, et en plus il a écrit imbécile je crois dessus, je sais plus, sur la photo il a écrit imbécile avec une flèche qui montre Angus, donc il est vraiment super sympathique. Le soir même, probablement, je crois qu'il n'y avait pas de transition. Ils sont tous devant la télé, donc là déjà j'ai dit, on sent que bah, du fait qu'il soit tout seul, il y a peut-être un espèce de proximité ou de privilège qui lui est donné, c'est-à-dire que bah, du coup il se retrouve devant la télé avec Marie et Paul à regarder donc cette fameuse émission de télé à la con. Où ça picole sec, j'ai rajouté encore une fois. Ouais, ça picole sec, ça fume sec et. Ouais, ça picole sec, ça fume sec. J'ai écrit que du coup Paul réitère en parlant avec Marie que lui il aime la solitude, il le dit d'ailleurs comme un monk. Et je suis un peu un genre de moine, j'aime la solitude. Ouais. C'est pour ça que je crois qu'il parle des choses de l'amour, quoi, en gros, dans l'émission de télé. Et lui il dit ouais, non mais ça, moi je m'en fous un peu. En gros, si je me souviens bien, les émissions de télé qu'il regarde, c'est les émissions de télé où c'est les amours. Ouais, c'est les amours, ouais. Voilà, c'est ça, c'est genre les amours. Et Mary, elle dit moi, sur les questions, je suis capable de vous dire s'ils vont rester ensemble ou pas. Oui. Et en fait, c'est là qu'on sent qu'en fait, le professeur Paul, c'est un handicapé social, quoi. Ouais, il est complètement hermétique à ça, mais il s'en cache pas, quoi. Il explique que lui, de toute façon, c'est pas sa cam, c'est ce qu'il dit, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup ça picole sec, ça je l'ai bien mis. Il repicole même un coup Paul tout seul dans son lit avant d'aller se coucher, et donc il tombe comme une gigamasse. Et donc là Angus, qui est vraiment bien saoulé, il en profite pour aller récupérer le passe-partout, on va dire, de l'école, et faire, j'ai écrit, des petites folies entre guillemets, parce qu'il est plutôt quand même gentil, hein, il fait pas des grosses dingues, mais il va taper de la bouffe, hein, il va chercher des glaces dans le congélo, il picole aussi un peu d'alcool, il se promène dans le campus finalement. Et c'est ainsi que se clôture cette nuit. Finalement, moi je me suis dit peut-être il va se faire choper, peut-être il y a un truc, mais non. Non, ça montre juste que voilà, il est tout seul et il va pouvoir faire plein de conneries. C'est ça. Le lendemain matin, Paul essaye d'être un peu plus sympa, parce que notamment quand même un truc qu'on a pas forcément dit, mais donc du coup dans ces soirées où il parle à l'émission de... Enfin, en regardant la télé là le soir, ils se rapprochent tous quand même un petit peu, enfin on sent que voilà, chacun dit ce qu'il a à dire, et il me semble notamment du coup que Angus dit quand même qu'il est un peu goûté d'être abandonné pour Noël. Je crois même que c'est Marie qui le dit à Paul, genre en mode te rends pas compte, mais c'est quand même pas simple ce qu'il vit, en plus maintenant il est tout seul. Donc Paul essaye d'être sympa et il essaye de partager ses biscuits de Noël que lui a fait sa collègue chelou du début.
Quel handicapé social ce Paul, je te jure. Voilà, il est là, il fait genre j'essaye d'être gentil, regardez, même Marie se fout de sa gueule. Et Angus, il est là, il fait mais j'en ai rien à foutre de tes gâteaux. Il se barre, et il va dans le couloir, prendre le téléphone et essayer de se réserver un hôtel pour se barrer. La quantité de tabac qui a été utilisée sur le tournage du film. Ouais. Ça fume à C'est vrai tour que de ça bras. fume. Tu sens bien que c'est la vieille, quoi. Hein. C'est à l'ancienne. Hein. Ça fume à l'intérieur et tout, quoi, donc c'est terrible. C'est ça. Donc il essaye d'appeler un hôtel pour se barrer. Paul arrive et dit genre c'est hors de question, t'es coincé ici mon gars. Et là Angus vraiment pète un câble. Il y en a marre et donc il se met à faire une course-poursuite endiablée dans le campus en sachant que bon Paul a pas le physique d'un athlète donc le professeur a du mal à suivre. Et à force de courir après Angus pour le foutre en retenue, parce que c'est ce qu'il lui dit, en gros, ils veulent le punir, quoi. Ils arrivent au gymnase interdit, donc c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est cité plusieurs fois dans le film. Le gymnase est en train d'être... En fait, c'est un terrain de basket, finalement. Ouais. Il est en train d'être verni, mais il n'y a qu'une partie du gymnase qui est vernie, donc enfin, on peut pas vraiment s'en servir normalement. Il faut pas marcher dessus, enfin je sais pas, je connais pas trop le processus de vernissage de ce genre de trucs, vous m'excuserez. Tu vernis pas les parquets tous les jours, toi? Non, vraiment pas. Et donc du coup, il se retrouve à l'entrée du gymnase, l'autre, Paul lui dit non mais n'y va surtout pas. Bien sûr, Angus franchit le pas, il court, il run à travers tout le gymnase, et au bout il y a un espèce de trampoline pour la gymnastique, quoi. Ouais. Et donc il saute sur le trampoline, il fait une espèce de mauvaise roulade et mauvaise chute en retombant de l'autre côté sur le tapis. Et donc là il gueule. Et moi je me suis dit au début peut-être tu vois joke pour se foutre de sa gueule, mais je me suis dit en même temps c'est pas trop le truc, tu vois. Je me suis dit c'est bizarre et en fait non. Angus c'est alors on sait pas trop mais péter le bras visiblement. On se pose des questions, et donc là c'est la séquence un peu Benny Hill, on court dans tous les sens, il faut l'emmener à l'hôpital, c'est la giga misère, donc on prend la bagnole, on l'emmène à l'hôpital, ça crie dans tous les sens, Angus il chiale. Donc là c'est vraiment la partie un peu drôle quoi du truc. Ouais, c'est la partie qui m'a fait vraiment penser... tu sens, c'est là que tu sens, je trouve que le basculement dans le film de Noël il est là, je trouve il est à partir de ce moment-là. Un peu de trucs un peu good vibe, un peu marrant. Parce que les deux, ils sont marrants, ils s'engueulent dans la bagnole. En plus, on est là à l'hôpital. Là, le prof qui dit mais vous faites chier parce que je vais me faire engueuler encore par vos parents et par le directeur. Mais l'autre, il dit on s'en fout, j'ai mal. Ouais, c'est ça, j'ai mal et quoi, tout. Et c'est vrai qu'en plus, il y a le côté un peu... parce que c'est pas vraiment le thème du film, mais j'allais dire, il y a un petit côté buddy movie quand même, tu vois. Les deux comparses qui partent un peu à l'aventure, puisque du coup il y a le côté où enfin aussi on sort du campus. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant on était bloqué dans le truc, et là bah, même si on va à l'hôpital et qu'on se dit que c'est peut-être un peu temporaire, c'est qu'à partir de là qu'ils vont commencer à sortir, et finalement ils vont pas tant y retourner que ça, enfin on va voir qu'ils vont beaucoup bouger par la suite. C'est vrai que pendant un long moment j'ai cru que ce serait un long moment, espèce de huis clos, quoi. Ouais, un espèce de huis clos, ça. Il y a une bonne heure de film où on est dans le campus, voire même dans le bâtiment où ils font les révisions et tout. Ouais. Et je me suis dit, ça va être un film huis clos, ils vont rester là pendant tout le truc, il va y avoir d'autres petits sketchs comme on a vu là. Et en fait, non. Et tant mieux, du coup, parce que ça donne un peu d'énergie au film et voir de nouvelles choses. C'est ça. Donc là, on sent que ça s'accélère. Paul le dit déjà, donc en effet, sur le trajet, putain, je suis dans la merde. Et Angus lui dit, mais on s'en fout, roule, j'ai mal. Et on les retrouve donc du coup à l'hôpital, ils sont en train d'attendre dans la salle d'attente, quoi. Et donc c'est là où on se rend compte qu'en effet quand même ils sont relativement baisés, en tout cas les deux le pensent, c'est-à-dire que Angus dit ben moi c'est foutu parce que si ma mère apprend ça, que j'ai fait des conneries comme ça, elle va me virer et m'envoyer à l'école militaire, ce qui était la menace qui plane un peu sur sa tête visiblement depuis pas mal de temps. Et Paul lui il dit mais moi je vais me faire virer, c'est-à-dire que je suis censé m'occuper de vous, enfin, et vous vous êtes pété le bras, moi ils vont me mettre à la rue, je suis vraiment dans la merde. Et c'est là où on revoit aussi quand même le côté cool de Angus, parce que moi je me suis dit là il a enfin un point de pression pour manipuler son prof, quoi, c'est-à-dire de dire ah bah à tout moment je vous dénonce, enfin ils sont tous les deux un peu dans le même bateau qui coule, tu vois, mais il peut y avoir un truc comme ça. Mais on voit tout de suite que Angus il est pas du tout là-dedans, il dit non mais on va s'en sortir tous les deux, on va rien dire.
Sauf que le problème, c'est que pour rien dire, il faut ne pas déclarer son nom aux assurances, parce que sinon ça va remonter aux parents d'Angus. En gros, c'est un peu ça le dilemme. Donc finalement, ils vont trouver un espèce de compromis, ils vont embrouiller la secrétaire, et donc du coup, pas d'assurance, ils vont payer en cash. Je sais plus, je crois que c'est ça qu'ils font. Ouais, c'est ça, il me semble, ouais. Enfin, en tout cas, il me semble que c'est le prof qui paye avec sa carte bleue. Ouais, c'est ça. Une connerie du genre. Donc du coup, ils vont réussir à éclipser ce truc-là qui devrait pas faire trop de bruit. Ceci dit, quand même, visiblement, Angus est blessé. Et finalement, en fait, c'est que, alors avec des guillemets, une luxation de l'épaule. C'est pas péter un truc. Donc du coup, le médecin, on va dire, le chirurgien, lui remettent l'épaule en place. Et il peut sortir de suite avec juste une espèce d'attelle au bras qui va garder quelques jours parce que ça fait une luxure, ça fait quand même un peu mal. Bah, parce que la luxation, faut pas que ça bouge derrière, c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en sortant de l'hôpital, ils vont s'arrêter dans un bar pour manger un coup, parce qu'il est déjà tard. Et ils vont tomber sur la collègue chelou du début, celle qui avait du rouge à lèvres sur les dents. Qui était déjà donc bien insistante quand elle avait apporté ses biscuits à Paul au début du film. Et donc là, elle revient. En fait, elle est serveuse du coup pendant les vacances pour rendre service. Donc on sait pas trop à qui finalement, une amie elle ou je sais pas quoi qui doit avoir le bar. Et donc elle fait le service. Elle retombe sur Paul. Donc là, moi je me suis dit putain, là c'est pareil. Enfin, tu vois, tu multiplies les témoins potentiels, c'est-à-dire qu'elle le voit dehors alors qu'il est censé garder normalement les élèves au campus. Tu vois, je me suis dit un peu bizarre, mais en fait, elle est pas tellement dans ces bails-là. La prof, elle s'en fout. Non, elle a l'air cool. En plus, elle est vraiment. Tu sens en fait que c'est sur ce moment-là, j'ai vraiment eu la sensation qu'en fait, c'est la première impression qu'on te donne. Elle est vraiment. C'est la première impression que j'ai eue, c'est-à-dire cette personne un peu déconnectée et juste qui fait qui permet qui vit un peu ce qu'elle a envie de vivre, ce personnage là. En fait, c'est totalement ça, c'est-à-dire qu'elle te le dit, elle le dit en fait, c'est je fais du rab dans ce bar parce que j'ai besoin d'un peu de sous, que pour les vacances de Noël, comme ça c'est bien. Et puis voilà, c'est tout, je m'en fous, faites ce que vous voulez, faites votre vie, y a pas de souci. Et voire même plus, parce que bon, après au fur et à mesure dans la scène, on se rendra compte que elle les aide même tous les deux à s'en sortir un peu plus face aux bêtises que peut faire Monsieur Tully et face à la difficulté du professeur à gérer les conflits et les rapports sociaux une fois de plus, quoi. Exactement, ouais. Donc on voit donc un échange. Elle est contente de tomber sur eux. D'ailleurs, c'est là où aussi qu'on voit où elle lui dit genre mais le directeur est un con. Elle dit ça à Paul. Un trou de cul. Un trou de cul. Donc il y a un rapprochement qui se fait aussi de ce côté-là. En sachant que je me suis dit, parce que tu sais, j'avais l'impression que ça sortait de nulle part, mais je me suis dit aussi, tu vois, comme elle a l'air d'être un peu décalée aussi dans son genre, je me suis dit c'est forcément, tu vois, elle doit se prendre des réflexions aussi de la part de l'autre con, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, ah bon, bah du coup, ils ont aussi un point commun, tu vois, de ce côté-là, ils aiment pas le directeur et tout. C'est vrai qu'on dirait qu'elle lui fait un peu du gringue à Paul, et donc du coup de suite Angus lui dit il y a de l'électricité dans l'air, ouais. Et Paul lui dit mais absolument pas, il ne se passe rien, même si c'est vrai qu'elle a l'air d'être très pas insistante, mais ouais, enjouée à l'idée elle est très ouverte à la relation avec Polo, quoi. Voilà, elle aimerait qu'ils soient bien amis, ils sont juste collègues, ça bien, quoi. Ça discute bien, ouais. Ça discute bien. Donc là en effet je l'avais pas spécialement noté, mais altercation dans le bar entre Monsieur Tully, Angus Tully et deux autres mecs à la borne d'arcade. Finalement Paul qui ne sait pas, comme tu dis, résoudre ce genre de problème là parce qu'en fait lui n'est jamais allé dans un bar de sa vie probablement. Ils se font sauver donc par alors je sais plus, je crois que c'est Lydia, c'est ça son nom à elle, je crois. Oui, c'est Lydia. Voilà. Il me semble même d'ailleurs que en fait c'est surtout dans la façon de parler que tu sens qu'il est en grand décalage parce que mais c'est le gentleman, quoi, tu vois, c'est le vieux gentleman, ouais, c'est-à-dire que lui c'est le vieux monsieur, il leur explique en gros qu'il veut leur payer une bière, mais les deux Agnaï là, ils ont abruti, ils ont pas compris parce qu'en fait il y en a un qui a une veste de l'armée et qui a un crochet à la place de la main.
Et oui, donc, peut-être. il leur explique que pour régler cette histoire, il leur payerait bien une bière chacun, et voilà. Ils comprennent pas, donc c'est Lydia qui leur traduit en gros en disant, mais en gros, il est en train de vous dire, il vous paye à boire et vous laissez tomber. Ah, bah très bien, on fait ça alors. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils se sortent de la panade, mais vraiment, s'il n'y a pas la traductrice, celle qui lui permet d'être en lien avec le monde que lui il comprend pas, c'est la panique. Ça se finit mal, quoi. On est bien d'accord. Du coup, qu'est-ce que j'ai mis oui, et au passage, elle les invite, enfin, elle parle déjà une première fois à Paul, donc c'est au moment où Angus est pas là, puisqu'il va jouer à la bande d'arcade. Elle explique à Paul qu'elle aimerait bien qu'il vienne à la fête qu'elle fait avant Noël. Elle fait une fête de Noël, en fait, le jour d'avant, enfin, ou le midi, je sais plus. Non, c'est le jour d'avant, ouais. La veille de Noël, elle fait un truc chez elle, donc elle aimerait bien que Paul y vienne. Donc on sent encore une fois une espèce de petite tension. Et Paul lui dit au premier abord qu'il sait pas trop, il est pas très chaud, lui les fêtes c'est pas trop son truc. Sur ce, le lendemain, il se retrouve à l'école. Sauf que donc c'est pour le repas de midi. Et c'est pas là qu'il y a tout un moment aussi où vraiment on sent que les deux personnages ils se rapprochent un peu. Si, déjà, en rentrant, il y a plein de vannes. Il y a plein de vannes et en gros il lui dit vous sentez mauvais. Monsieur, vous puez. Et l'autre, il lui explique pourquoi il pue. En fait, il est malade, il a une maladie de peau, mais il le sait pas. Et en fait, on sent que les deux personnages se rapprochent pas mal. Ils se confient, c'est vrai que. Ils se confient l'un à l'autre. Et donc, en gros, Angus Tully, il lui dit est-ce que je peux être franc avec vous? Vous puez. Et derrière, il lui dit bon, maintenant, c'est à vous de me dire une crasse. Et il me semble que la crasse, on l'a pas. Lui, il l'a dit pas, le professeur. Mais en gros, juste avant ça, il a bien fait comprendre que Tully, c'était un pauvre imbécile. Ouais. Parce qu'il avait pas repéré justement que le monsieur à qui il avait empêché, il a voulu prendre la place au flipper, c'est un ancien militaire qui est rentré de la guerre et qui avait perdu sa main. D'où la veste de l'armée et le crochet, et qu'il avait manqué de respect à un mec qui avait défendu les valeurs de son pays et tout ça. Ouais. Il y a toute cette... on sent qu'il y a une relation qui s'instaure entre les deux, qui commence à être différente entre la relation du professeur Asbin et c'est pas l'intello, mais c'est un peu ça. Oui, quoi. la tête brûlée un peu. De l'intello tête brûlée du lycée qui emmerde tout le monde. Il y a une relation différente qui est en train de se nouer, et ça se sent à partir de cette scène-là où justement l'autre il l'a empêché de prendre sur la figure. Et l'autre il lui dit mais je peux être franc avec vous. Vous puez. Et il lui explique pourquoi il a une maladie, je sais pas quoi, je connais pas le nom de la maladie. Oui, je sais plus ce qu'il lui dit, mais oui, en gros, il sointe il y a des sécrétions qui puent un peu en fin de journée, quoi. C'est un peu crados. Mais... Il a la transpi qui pue. Ouais. Mais c'est vrai que oui, du coup, il y a vraiment ce côté, comme je disais tout à l'heure, un peu buddy movie, où ils finissent par... c'est un bien grand mot, mais par devenir un peu potes, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on sent qu'ils se rapprochent d'une manière ou d'une autre, qu'ils se confient davantage. Que, par exemple, comme tu dis, professeur, Paul n'aurait jamais révélé ce truc-là à Angus 2 ou 3 jours plus tôt, quoi. C'est vraiment que là, il rentre dans un processus un peu de confiance, où en plus, de toute façon, depuis les événements de la journée, ils sont aussi un peu, de toute façon, plus pieds et poings liés, par le fait qu'il y a tout ce côté secret, quoi, avec l'accident où on est sur le même bateau qui coule, quoi. Et d'ailleurs, du coup, en parlant de cet accident, donc quand ils reviennent le lendemain midi, ils se font engueuler par Marie, déjà, pour commencer. Il leur dit moi j'avais fait de la bouffe hier soir et vous étiez pas là, puisqu'ils ont mangé du coup dehors dans ce fameux bar là, ils ont mangé des burgers. Donc merci de me prévenir, bande de saligots. Et là, on se rend compte, il sort un peu de nulle part, moi j'avais presque oublié, mais il y a aussi Danny. Alors, qui est Danny? C'est le concierge, finalement. Oui, c'est ça. C'est un peu l'homme à tout faire, je sais pas comment on dit, du campus, donc il fait notamment un peu le ménage, c'est lui qui déblaye la neige au tout début dans les allées, au tout début du film. Donc Danny qui débarque, donc qui est aussi là, peut-être à temps partiel, on sait pas, au campus. Et qui dit c'est marrant parce que moi je reviens du gymnase et il y a du vomi, donc vous allez aller me nettoyer ça parce qu'il est quand même pas là, c'est pas pas une boniche quoi, le mec. C'est pas là, et puis il est pas arrivé là par hasard quoi. C'est ça, oui, il dit on m'a pas prévenu mais il y a quelqu'un qui a vomi donc vous allez aller nettoyer. Et donc on se doute que c'est probablement Angus qui a gerbé ses tripes parce qu'il avait mal après son magnifique saut raté.
Et du coup, à ce moment-là, c'est là aussi où il y a une espèce de débat en cuisine. Il y a Paul qui va aider Marie en pelant des patates en cuisine. Ça discute et ça se décide enfin à aller à la fête de Lydia. C'est ça. Et donc du coup, elle est à la fête tous les 4 parce que si Paul y va, il doit embarquer Angus. Et donc Marie y va et Danny s'y retrouve aussi du coup par conséquent, puisqu'il était également invité. Lydia, du coup, pour recontextualiser, je sais pas si on l'a vraiment bien expliqué, mais c'est une professeure aussi du campus, visiblement. Collègue de... Elle bosse sur le campus. Voilà. Donc ça arrive, ça se présente, bonjour, bienvenue. Donc on voit qu'il y a la blinde de monde dans ce truc, visiblement. Il y a plein, comme elle dit, il y a plein d'amis à elle. Il y a aussi de la famille. Il y a un peu du monde vraiment partout, ça grouille. On sent que Paul, il est pas hyper à l'aise. Angus, il se dit ouais, c'est cool. Lui, il voulait venir à la fête. Et en plus, il est d'autant plus refait que on lui présente la petite nièce. Alors j'ai oublié son nom. Mais Agnès, la nièce. Voilà, la nièce de Lydia, si j'ai bien compris. La nièce. Elle s'appelle la nièce ? Oui, c'est pour ça. D'accord. Je dis ça. Enfin, en tout cas, dans la version québécoise, ils l'appellent la nièce. Ils font la blague, c'est Agnès, la nièce. Agnès, la nièce, ok. Et donc, du coup, qui tout de suite lui fait un petit rentre-dedans. Donc, Angus est bien content et il se retrouve à aller, comme visiblement, c'est un truc qui se fait, que ce soit aux États-Unis ou chez nous. Il se retrouve au sous-sol ou enfin dans la pièce d'à côté à garder les petits pendant que les adultes ils boivent l'apéro. Ouais, pendant que ça picole sec, quoi. C'est ça. Marie, dès le début, on voit qu'elle est un peu là pour se bourrer la gueule. Elle se met à côté du tourne-disque, elle gère la musique. Et Danny fait le forceur de suite parce que visiblement Danny a des vues sur Marie. Donc le concierge, il vient faire du gringue à Marie, il lui offre un cadeau, enfin bref, il fait un peu le forceur quand même. Elle envoie un peu boulet. De son côté, Angus, il perd pas de temps parce qu'au bout de même pas 20 minutes, c'est le bisou avec la nièce. Et Paul et Lydia, ils se retrouvent à parler. Mais même pas, oui. Avant qu'ils parlent, d'un coup, en fait, il y a le bisou donc, de Angus avec... comment t'as dit ? Agnès. Agnès, la nièce. Et on voit Paul qui glande un peu, qui est en train de flâner dans la soirée. Et d'un coup, Lydia qui vient et qui l'embrasse sur la joue. J'étais là, genre en mode. Elle a passé un cap, tu vois, vraiment. Ouais, elle lui met du rouge à lèvres. Où est le consentement ? C'est le rouge à lèvres. Ouais, ça, c'est où est le consentement. Et puis lui, il est au bout de sa life, quoi. Et en fait, elle lui dit, mais non, mais bisous sur la joue parce qu'il y a du gui. Donc on s'embrasse sous le gui, bien évidemment. Et ils se retrouvent donc à parler tous les deux. Il y a visiblement quand même un rapprochement de fou. Ils sont quasiment sur le point de se... Elle lui met la main sur le genou, non, je crois. Il y a un truc comme ça, en mode... C'est vraiment très, très sur le point d'aboutir. Enfin, on sent que, tu vois, même Paul, là, il est un peu en mode, oula, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est cool. Et là, vraiment, moi, je l'ai pas vu venir du tout. Lydia a un mec, puisque son mec débarque à la soirée, et genre... bienvenue bébé, ça s'embrasse sur la bouche et ça s'en va en laissant complètement Paul tout seul sur le sofa, quoi. Ouais, Paul totalement déçu parce que justement il avait écouté les conseils de Angus qui lui avait dit non mais vas-y papy, lâche tout, quoi. C'est ça, ouais. Eh ben non, fallait pas tout lâcher. Et ça, j'avoue que vraiment, ça m'a surpris. Je m'attendais pas du tout parce que j'étais vraiment là. Moi non plus. Enfin, tu vois, elle avait vraiment, justement, en plus, comme on l'a dit, quand même, un comportement un peu. Tu vois, tactile, très rentre-dedans et tout, très ambigu avec Paul. Et en fait, non, elle a un mec. Donc, un peu. Un Paul un peu au bout. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est encore plus au bout de sa vie, c'est Marie, qui est complètement cuitée. Donc, cuitée, la Marie. Là, c'est le moment, voilà, pas cool, qui plombe un peu l'ambiance, puisque, bah voilà, forcément, Marie, elle est toujours en deuil quand même de son fiston, qui est mort il y a pas si longtemps. Et donc, du coup, les fêtes de Noël, c'est un peu compliqué. Elle a picolé comme Jaja. Donc, on décide de ramener Marie au campus et finalement de rentrer et d'écourter la soirée. Là, encore une fois, belle preuve de maturité de la part d'Angus qui fait pas du tout son chieur parce qu'on pourrait se dire, putain, lui, il y a Agnès, la nièce, il lui a fait un petit bisou, il a peut-être envie de rester un peu plus ou quoi. Que dalle, il accepte la situation, il comprend quand même bien ce qui se passe. Et donc finalement tout ce beau monde rentre, mais ça se fout sur la gueule encore une fois de plus avec Paul, je sais même plus pour quelle raison, mais j'ai noté, chose importante, on apprend que le père d'Angus est mort.
puisque Angus lui dit oui, bah, mon père il est mort. Gros, ça, me faites pas en chier. gros, ça s'accroche parce que Angus veut rester justement. Ah oui, bah tu vois, je croyais qu'il voulait pas. Je croyais qu'il voulait pas faire. Non, justement, tu disais ça, mais il me semble que c'est totalement le contraire. Hein. D'accord, ok, il veut pardon. rester justement, et Paul il lui fait la morale en lui disant non, mais attends, elle est pas bien, elle a perdu sa famille, comment tu réagirais toi Ouais, mais je me rappelais plus, non, mais l'autre il parle de son père, il lui dit non, mais mon père il est mort, donc arrête. D'accord, ok. Et d'ailleurs, il se fait même engueuler par Marie qui lui dit qu'elle a pas besoin de sa compassion à Paul. Ouais. Parce que voilà, il est vraiment en mode mais il faut prendre soin de cette pauvre femme malheureuse et triste et fragile. L'autre lui dit mais c'est bon, je suis une femme forte et indépendante, mais me saoule pas quoi. Ouais. C'est là où on sent aussi du coup toute la Paul qui essaye souvent de faire des efforts puis en fait qui arrive pas ou enfin il sait pas trop où placer les curseurs donc c'est compliqué pour lui mais donc du coup ça lui remet les idées en place. Le fait qu'Angus lui ait dit mais oui mais mon père est mort donc ferme un peu ton clapet. Ça l'a fait cogiter et donc Paul veut faire plaisir à tout le monde puisque du coup c'est le jour de Noël et donc le matin il va acheter un sapin. Parce qu'au début du film il y a une scène assez cocasse justement pourquoi il va acheter un sapin c'est que comme les élèves sont censés être partis au moment des vacances, l'école vend le sapin de l'école avant la fin des vacances de Noël pour récupérer les sous, donc il n'y a plus de sapin de Noël dans l'école. C'est ça. C'est la dèche, quoi. C'est un peu la dèche, donc du coup, il se dit vas-y, je vais faire plaisir à tout le monde, je vais acheter un sapin. Il prend un petit sapin, un peu minable, mais un sapin quand même. Et d'ailleurs, on lui fait le reproche hein, sympa le sapin, mais il n'y a pas de déco. Donc il se dit putain, mais fait chier quoi. Faire sa tête. Alors que lui, de toute façon, il est vieux jeu, donc un sapin, le sapin de base vanilla, ça va très bien. Et moment un peu gênant, il donne des livres à tout le monde. Là, j'ai même oublié le titre et la référence du livre, mais genre c'est un livre de philo un peu là, et il dit genre ouais, c'est ma Bible à moi, tenez. Et donc il l'offre à Angus et à Marie le même bouquin et de l'alcool à Marie notamment aussi. Donc il a fait des petits cadeaux à tout le monde. Ouais. Et il se retrouve donc à table pour manger et là j'ai écrit encore une fois visiblement la famille d'Angus c'est des gros FDP parce que Angus dit il n'a jamais eu de repas de famille à Noël, du moins comme il l'explique, genre pas un repas comme ça tous ensemble autour de la table pour fêter Noël. Ouais, un repas cuisiné par sa mère surtout, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'elle généralement elle fait livrer pour Noël. C'est ça, et donc du coup il se régale puisque Marie a fait un plat, enfin on va dire un menu de Noël un peu conséquent. Et donc Paul qui est vraiment dans un moment de grâce inouïe, hein, qui lui dit bah écoute Angus, je suis bien luné, c'est Noël, bon c'est compliqué pour tout le monde visiblement, puis on s'est quand même un peu rapprochés là tous les uns les autres, donc dis-moi ce que tu veux et je te l'offre. Et Angus lui dit bah c'est parfait, je veux qu'on aille à Boston. Donc là, c'est un peu compliqué. Lui, il lui dit mais non, on peut pas. Donc au début, il refuse. Marie, elle insiste. Elle dit à Paul, t'as promis à Angus ce qu'il voulait. Il te dit Boston, donc on va à Boston. Elle fait du forcing en sachant qu'elle dit bah en plus moi ma sœur habite là-bas. Donc finalement, comme ça va pas si fort, tu allais me déposer là-bas et puis j'y passerai un peu de temps. Pour voir. Alors il y a tout un bail en plus avec sa sœur qui est enceinte. Donc bon, bref. Et donc du coup ils finissent par aller à Boston, donc il drop Marie chez sa sœur, il y a tout le côté donc développement, donc on va dire de l'arc Marie qui se retrouve chez sa sœur, qui embarque, alors c'est vraiment le moment un peu larmoyant du truc, puisqu'elle se trimballe, en fait elle a une boîte avec toutes les affaires de bébé de son fils en fait. Et visiblement, enfin, elle peut pas voyager sans, donc elle apporte ça chez sa sœur. Enfin, c'est simplement compliqué, mais elle est contente d'être avec sa sœur. Puis après, il y a une espèce de montage musical où on voit qu'elle parle avec sa sœur et tout, qui est enceinte, donc c'est cool. Et de l'autre côté, à Boston, Paul et Angus, ils font plein de trucs, notamment du patin à glace, ce genre de trucs, les promenades dans les allées marchandes et compagnie. Et là, ça croise un collègue de Paul et c'est un peu le malaise. Ouais, c'est ça, c'est le malaise du collègue de Paul, quoi. C'est un peu le malaise. C'est justement là qu'on apprend son prénom.
C'est ça. C'est qu'on apprend donc du coup qu'il s'appelle Paul, et qu'en plus ça le met dans l'embarras, parce que déjà il est en présence d'Angus et il a pas trop envie qu'on parle de son passé, puisque du coup c'est un collègue de Paul à l'époque où ils étaient... Alors c'est Harvard, c'est ça? Je me rappelle plus du tout de quel bahut il parle. Je crois que c'est Harvard, ouais. Ouais, je crois que c'était Harvard, mais en gros, du coup, il lui dit, ben voilà, on s'est rencontrés à l'époque à Harvard et tout, qu'est-ce que tu deviens? Donc on sent que Paul, il est pas ultra enjoué à l'idée d'avoir cette conversation. En plus, il y a presque ce côté où on dirait que Paul ne se rappelle pas du tout de qui il y a en face de lui. C'est-à-dire qu'il est vraiment là, genre, ah oui, qu'est-ce que t'es devenu déjà? Enfin, il a vraiment, genre, pas intéressé le moins du monde. Et en plus, ce qu'il ne voulait absolument pas arrive, c'est-à-dire que son ancien camarade de classe de Harvard termine en disant « Ah ben j'espère que tes problèmes se sont un peu résolus et tout, parce que c'était un peu chaud. » Paul lui monte un pipeau à l'aide de Angus, et c'est là où aussi on voit qu'ils se sont un peu rapprochés et tout, puisqu'ils montent un pipeau à deux en mode « Ah oui, non mais moi j'ai fait ça, j'ai créé un bouquin et tout », alors que c'est complètement faux. Et donc il se barre. Et là on apprend du coup le passé de Paul. Alors moi au début je me suis dit putain qu'est-ce que ça peut être ce truc, parce que c'est vrai que le gars il lui lâche ça comme s'il y avait vraiment un drame. Alors tu te dis putain mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait du coup on apprend qu'il s'est fait virer parce que quand il a rendu sa thèse, enfin son mémoire, un autre élève l'avait copié. Et sauf qu'en fait, il a été accusé, lui, d'avoir pompé son mémoire, en fait. D'avoir plagié, justement, comme il dit, parce que comme c'est une thèse et tout, il parle beaucoup de plagiat dans l'idée. Et vraiment, il se retrouve à expliquer que il aurait, lui, il a été accusé de plagiat. Ouais. Alors que en fait c'est l'inverse, c'est le jeune très riche et très aisé qui a piqué sa thèse et qui en a fait un plagiat. Sauf que comme c'est les riches qui ont d'abord emporté qui d'abord ont accusé le professeur Paul, c'est comme ça que il a pu lui être sanctionné et pas l'autre. C'est ça, il s'est retrouvé bloqué, sanctionné. Donc, on apprend qu'il s'est fait donc virer du coup de Harvard, notamment en plus parce que du coup, il y a un truc un peu surréaliste où il explique qu'il a percuté le mec en bagnole pour se venger. Enfin, vraiment, genre limite tentative d'assassinat, quoi. Et donc, on apprend qu'il n'a pas. Il s'est fait virer non seulement de son école, mais en plus, du coup, il n'a pas eu son diplôme en histoire. Et que le seul qui a cru en lui et qui l'a pris comme professeur et qui a caché ce fait-là, du fait qu'ils ne sont pas diplômés, c'est l'ancien directeur du campus. Et donc on comprend mieux un peu les laïus qu'il y avait au tout début du film, quand du coup Paul se prenait la tête avec le directeur actuel qui lui disait genre ah bah oui voilà, les riches ils payent, il faut leur donner, tu vois, faut truquer les notes. Oui, totalement. Donc du coup, on comprend encore plus le raisonnement qu'il avait et le fait que il avait en bonne grâce l'ancien directeur qui avait tout fait pour lui. Ouais, c'est un moment important du film. C'est un moment que j'ai bien aimé parce que justement, tu vois le rapprochement entre les deux vraiment à ce moment-là, puisque c'est Angus Tully qui déjà se fait passer pour son neveu. Oui. À Paul, et que pour justement pouvoir rentrer un peu dans le délire de raconter cette fausse histoire d'une réussite de vie de la part du professeur alors à son ancien collègue d'Harvard, et en plus de ça derrière il lui dit justement Tully il dit ouais mais mon oncle en plus il est en train d'écrire un livre, parce qu'il y a cette histoire justement que il ose pas, le professeur il veut écrire un bouquin mais il ose pas, et il y a un petit peu ce message subliminal de mais en plus mon oncle Paul, et c'est là je viens de réécouter, en plus il le tutoie en plus, il dit et toi oncle Paul tu veux écrire un livre, t'es en train de commencer à écrire un livre sur les caméras de l'Antiquité. Bon après j'ai pas tout suivi mais vraiment il y a ce moment où tu sens que la relation entre les deux elle a bien évolué, et que Angus Tully il est en train d'apprécier de plus en plus le personnage du professeur.
et qu'il en est arrivé à un point où il est capable de l'aider dans ses difficultés et même d'arriver à soutenir le mensonge du professeur qui, soit dit en passant, se dit avoir une sainte horreur du mensonge et que justement Antely le relève en disant mais vous arrêtez pas de nous dire qu'il faut pas mentir et là vous l'avez fait, c'est quand même assez cocasse quoi. Ouais, c'est ça. Et on sent aussi du coup le côté très thérapie de cette relation dans le sens où Paul arrête pas de dire non mais moi la solitude ça me va très bien, j'ai besoin de personne et tout va bien, et finalement il commence à se confier de plus en plus en fait, il fait vraiment une thérapie avec Angus en lui révélant des trucs qu'il avait entre guillemets probablement jamais dit à personne, parce que le coup de son problème de transpiration, bon il le dit, on peut se douter que peut-être il y a d'autres personnes qui le savent, pourquoi pas, mais là en plus il explique bien que il va tout de suite, tu vois, il aurait pu lui monter un bobard, mais il va tout de suite lui avouer le fait que, donc cette histoire de plagiat machin, comme quoi il n'a pas eu son diplôme, qu'il n'a pas de diplôme, et il explique bien que le seul qui savait ce secret-là, il est mort et enterré, c'est l'ancien directeur. Donc je veux dire, il avait en plus pas forcément de raison de révéler ça, et en fait il le dit en Angus, genre... Donc on voit vraiment aussi le côté, tu vois, où il se confie sur des trucs qu'il aurait jamais probablement dit à personne, tu vois. Donc c'est assez cool de voir cette évolution-là. Donc ensuite ils continuent leur petit périple à Boston. Donc c'est patinoire, c'est du bowling, c'est des bibliothèques, des bars, ce que vous voulez. Et ils se retrouvent à aller voir un film au cinéma. Et là Angus dit bah je pars pisser. Et là c'est vrai que c'est le moment où on se pose des questions, parce que donc du coup il dit je pars pisser, et en fait il fugue, enfin il essaye de se barrer. Et donc bah, on se dit, bah, justement, on a vu qu'ils s'étaient vachement rapprochés, enfin qu'il y avait l'air de plus avoir d'embrouille entre les deux. Qu'est-ce qu'il est en train de branler, quoi? Moi je me suis dit vraiment, genre, mais quel fumier. Salut Flo. Et donc du coup je me suis dit, putain, mais il se barre. Sur le point de partir dans un taxi, Paul le rattrape en mode, ah ben t'es vraiment un saligo jusqu'au bout, parce que moi je te fais confiance, on passe un bon moment et t'essaies de te tirer. Et donc c'est là que Angus avoue aussi un secret à lui, enfin. C'est que son père n'est pas mort. Il est placé dans un asile parce que visiblement il a un peu tourné la carte. Donc, c'est ça. Moment un peu triste, on va dire. Tu le sens venir dans le film qu'à un moment donné, il va se barrer pour aller... Tu sens qu'en fait, il va aller à Boston pour voir son père. Et oui. En plus de ça, le film insiste bien. Il y a 2-3 images d'un cimetière. Tu te dis, bon, allez, ils veulent te montrer le cimetière. Et en gros, il veut venir à Boston parce que son père est enterré à Boston. Et il veut aller voir la tombe de son père pour Noël. Tu le sens, tu le vois venir et tout. Et par contre, le coup du... il est pas mort. Son père, il est pas mort, il est pas mort, il est malade. Oui, mais surtout qu'en plus, il lui dit pas, c'est-à-dire qu'il se fait attraper à la porte du taxi, et il lui dit juste j'aimerais aller voir mon père. Et donc à ce moment-là, moi je me suis dit, bon, bah il veut aller sur la tombe de son père. En plus, on les voit arriver en voiture. Il y a une espèce de grand portail en pierre, enfin, c'est une grande allée qui pourrait faire potentiellement vers un cimetière un peu huppé. Et en fait, non, ils arrivent à un asile, en gros. Et donc là, non, il est bien vivant et il est sensiblement un peu fou, quoi. Donc là, c'est un peu la séquence... Ouais, c'est un peu la séquence émotion, parce que il a l'air d'être, certes, un peu bizarre, mais plus ou moins... Enfin, tu vois, pas à un niveau très grave. Il y a une petite séquence, voilà, émotion, où Angus, il est content de revoir son père et tout, machin. Et par contre, après, on sent qu'il tourne vraiment la carte à la fin de la conversation. Enfin, ça va très vite, quoi. Il y a un on-off. Et bon, ils sont obligés de se barrer parce qu'ils en tireront rien, hein. Visiblement, il est quand même bien cramé. Ouais. Il a l'air bien fou, le papa. C'est ça. Il y a pas à dire. Dans son discours, en gros, il lui dit ils sont en train de mettre des trucs bizarres dans ma nourriture, quoi. Il faut que tu me sortes de là. L'idée du discours, c'est celle-là, quoi. Ouais, il souffre d'une grosse paranoïa, quoi. Assez vénère. Donc, du coup, ils partent un peu tristouille de cet endroit-là, on va dire. Et ils se retrouvent donc au resto avec Marie. Ils ont récupéré au passage, donc ils bouffent tous les trois dans un resto. Donc là, c'est pareil, on va vous passer un peu les détails, mais il y a encore une fois un rapprochement entre les trois, où ils essayent de faire leur dessert flambé sur le parking, mais ça se voit. Ouais, c'est très marrant cette scène. C'est marrant, ouais, cette scène. Ils essayent de commander un dessert flambé, en gros, avec de l'alcool, qu'on leur refuse parce que Angus est mineur.
Et donc du coup, il décide de le faire emporter, c'est-à-dire il récupère le dessert sans alcool, eux ils versent de l'alcool et ils le flambent eux-mêmes sur le parking du resto. Bah, en fait, ils foutent le feu au dessert et donc finalement ils ne le mangent pas. Bref, petit moment drôle. Et donc c'est la nuit, c'est la soirée du Nouvel An. Donc ils sont devant la télé. Happy New Year, donc du coup c'est 1971. C'est là où on a un peu, je crois que c'est le moment où on sait l'année précise finalement. Parce que je crois qu'avant ça, c'est pas tellement dit. Bon, ça, c'est pas dit, non. Voilà, donc ils font péter un pétard. Enfin, on sent que voilà, ça se laisse aller un peu de tous les côtés, hein, parce que voilà, c'est la bonne. Ça fait des petites folies, quoi. Voilà, c'est la bonne ambiance et tout. Je pense que 2 semaines en arrière, Paul, il aurait pas fait péter des pétards, quoi. Ouais, c'est ça. Après la petite déception de Angus Tully à se rendre compte que son père n'ira pas mieux et que il va falloir faire une croix là-dessus. Et que la visite à son père, en fait, il a pas fait de bien. Ouais. Mais finalement, après le resto, après tout ça, il se rend compte qu'il est pas... Au final, c'est ça en ça que je disais que ça ressemble quand même à un film de Noël. C'est que ça donne vraiment l'impression qu'à un moment donné, Tully, il se dit « Je suis pas si mal à fêter Noël là, en fait. » Ouais, c'est ça. Et le Nouvel An. Voilà. Je trouve ça gros de dire qu'il a trouvé, tu sais, peut-être un père de substitution dans le truc de machin. Je trouve ça gros, mais en effet, il y a le côté où il a trouvé, entre guillemets, un peu une famille de substitution pour ces fêtes-là, qui sont du coup Paul, Marie, et du coup je crois qu'il y a Danny qui revient pour le jour de l'an. Où en fait il se dit, bah oui, voilà, c'est pas ma famille, quoi, mais je suis mieux avec eux que finalement avec ma connasse de mère. Et mon beau-père. C'est ça. Donc du coup, voilà, nouvel an, on fête la nouvelle année, et c'est la rentrée. Donc tout ce petit beau monde est de retour. On constate donc que le capitaine des footballeurs a cédé et s'est coupé les cheveux de son retour au ski. Tout le monde est de retour. Et ce connard de Coots, j'ai envie de dire chais, parce qu'il a pris un giga coup de soleil, il a une tête de giga con. Mais je suis pas physionomiste pour un sou, mec. Hein. Le capitaine du foot, je l'avais pas reconnu sans ses cheveux longs. Ah bah bravo. Mais si, oui, en plus il le dit du coup qu'il a cédé finalement, hein, il s'est coupé les cheveux, Coots a chopé un giga coup de soleil et tout le monde est de retour. Et il y a un début de pseudo-cours, mais c'est pas si important que ça. On sent que voilà, il y a des petits clins d'œil entre Paul et Angus. Mais là, Paul est convoqué par le proviseur. Et on sent tout de suite que c'est la merde, puisque au moment d'arriver au bureau du proviseur, on voit Angus qui est assis dehors à l'extérieur du bureau, genre sur un banc sur le côté. Donc on sent que visiblement il y a eu un truc qui a été reveal. Donc moi au début j'ai tout de suite pensé au coup de l'hôpital en fait. Ah bon? Je sais pas toi, mais moi j'étais plus sur ce truc là parce que je voyais pas trop d'autres possibilités. Moi, je me suis dit, je sais pas comment ni pourquoi, mais en gros, ils lui ont fait avouer que le prof, il avait pas de diplôme. Ah oui. Non, je pensais pas du tout à ça, parce que pour moi, il l'aurait pas dit, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais oui, non, mais voilà, c'est... Mais en tout cas, il est convoqué, on sent qu'il y a une embrouille, et donc il arrive, et il y a la mère, la salope de mère d'Angus, et son beau-père, qui sont dans le bureau du directeur connard. Donc ça fait une belle brochette d'enfoiré qui est assis là. Et donc ils disent qu'ils sont au courant... De quoi? Ça fait beaucoup de gros mots tout ça quand même. Oui, désolé, c'est mon émission au bout d'un moment. Voilà, je décide, je vous emmerde. Je fais ce que je veux. Donc ouais, là c'est la merde. Et donc finalement, en fait, c'est que les parents sont au courant que Angus est allé voir son père. Notamment parce que déjà il lui a laissé en cadeau une espèce de boule à neige que il n'était pas censé avoir. Et surtout parce que ça a complètement cette visite a complètement dérangé le père plus qu'autre chose, donc il est encore plus fou que d'habitude. Et donc visiblement c'est remonté aux oreilles des gardiens, etc. et aux oreilles de l'ex-femme du coup. Et là juste je vous passe toute l'interaction qu'il y a, mais Paul est un héros globalement. C'est-à-dire que voilà. on le sent parce qu'on le sent acculé, c'est-à-dire que oui, de toute façon, il a rien à répondre à ça. Oui, il a emmené le gamin à Boston. Oui, il l'a emmené voir son père et tout. Mais comme il dit, genre, connasse, bon, lui, il le dit pas, mais moi, je le dis, vous étiez injoignable, il était tout seul, genre, vraiment désespéré et tout. Et oui, j'ai pensé que c'était une bonne idée de l'emmener voir son père.
Et donc il prend la responsabilité en disant c'est moi qui l'ai emmené parce que je pensais que c'était une bonne idée et c'est pas lui. Et donc il arrive à convaincre sa pute de mère de laisser Angus à l'école et de pas le retirer parce qu'elle, bien évidemment, pour lui mettre encore une double punition, elle voulait donc le retirer de l'école et aller le placer en école militaire, ce que n'est surtout pas Angus. Donc du coup, il en prend la responsabilité. La mère accepte de laisser le gamin à l'école. Mais en contrepartie, Paul est viré. Paul est viré, mais il l'accepte, on va dire, finalement plutôt bien, puisque même en sortant, il ira jusqu'au bout, et il sortira ce truc aussi que j'ai cité, pour être très précis, je voulais pas faire d'erreur là-dedans. Il dit au Dirlo, qui est donc son ancien élève, on le rappelle, je vous connais depuis suffisamment longtemps pour dire que en gros, vous êtes un cancer du pénis sous forme humaine. C'est ça, j'ai adoré cette insulte. Qui est vraiment une insulte que j'adore et je vais la ressortir, genre vraiment, vous êtes ce qui se rapproche le plus d'un cancer du pénis sous forme humaine. Donc voilà, les adieux sont faits, vraiment, c'est allez, ciao, bye, j'en ai marre. Et en sortant, tu l'avais dit un peu plus tôt dans l'émission, il y a tout un délire autour du fait que donc Paul a un strabisme de fou et que Angus lui dit mais je ne sais jamais quel est votre bon œil et je ne sais pas lequel je dois regarder quand je vous parle. Et donc du coup là de toute façon Paul n'a plus rien à perdre, il vient de sauver Angus et de en gros prouver amour pour lui, enfin l'affection qu'il a. Et donc de toute façon ils sont plus voués à se revoir, en tout cas plus dans le cadre prof-élève. Et donc il lui dit mais mon bon œil c'est celui-là. Donc je sais plus si c'est le gauche ou le droite. Et j'ai noté d'ailleurs anecdote sur le tournage du film, il s'avère qu'en fait pendant tout le long du film, tout le tournage du film, l'acteur du coup alterne en fait entre ses deux yeux. Oui. Entre chaque prise, exprès pour créer la confusion, pour qu'en fait même nous on sache pas quel est le bon œil en fait. J'ai trouvé ça marrant parce que. Alors je t'avoue que j'ai pas percuté le fait qu'il alternait ou quoi, mais il y a pas mal de fois je me suis dit mais putain c'était pas celui-là d'habitude. Ouais, mais moi aussi ouais. Et donc du coup je me suis pas posé la question de savoir pourquoi ou quoi. Mais il y a des moments je me suis dit bon allez j'ai dû déconner parce que t'es attentif sans trop être attentif. Je le regarde pas droit dans les yeux, mais c'est vrai qu'il a jamais le même œil qui déconne. C'est ça. Donc du coup c'était pour qu'on soit un peu dans la même situation que Angus à pas trop savoir le vrai du faux. Ils ont fait ça pendant le tournage du film. Et donc il lui révèle donc enfin le plus grand mystère, hein, le dernier secret qu'il peut lui donner. Donc son bon œil. Il va vider son bureau puisque donc en effet il est renvoyé. C'est les adieux avec Marie, notamment du coup qui vient lui dire vous avez fait ce qui était bien. Bon départ, et elle lui offre du coup un livre vierge, puisqu'on sait, comme tu l'as dit, que lui, son rêve c'était d'écrire un livre. Donc au début il dit, alors je sais plus quel terme c'est exactement, mais c'est un mini-livre. Et c'est un livre de quelques pages, et en fait il lui dit, mais tout le monde arrête pas de lui dire, non mais vous aurez de quoi écrire, vous êtes intelligent, donc vous ferez un livre entier. Donc elle lui offre un grand livre vierge pour qu'il puisse écrire ce qu'il veut dedans. Et ensuite on a les adieux avec Angus, qui sont pareils, tu vois, là j'ai trouvé pas un truc trop larmoyant, trop poussif ou quoi, il n'y a pas de faux semblant, quoi, c'est-à-dire que l'autre il lui dit je me casse, et en gros ne gâchez pas la chance que je vous ai donnée, quoi, plus ou moins, et que, et que je vous dois, quoi, que je vous rends bien finalement. Et donc il se barre de l'école, j'ai noté, en ayant quand même au préalable piqué l'alcool ultra cher du Dirlo qui était dans le... Justement, j'ai percuté là en le relançant parce que je t'avoue, je l'ai regardé qu'une fois, hein, donc, mais la bouteille d'alcool, je me demande d'où il la sort à la fin. Oui, en fait, là, en relançant le début du film, parce qu'en même temps qu'on en parle, là, je l'ai derrière en fond, je vous disais tout à l'heure. Et oui, au début du film, on la voit, la bouteille d'alcool. C'est ça. En fait, c'est une bouteille d'alcool visiblement hors de prix.
qui est sur le bureau du Dirlo et qui est aussi là, apparemment, enfin de ce qu'on comprend, un pot de vin, encore une fois, d'un parent d'élève, enfin d'un des personnes qui financent le truc. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il se barre avec, c'est parce que c'est plus ou moins indirectement aussi ce qui le fait renvoyer, c'est-à-dire son intégrité de prof, d'avoir toujours mis non pas le... Enfin si, en quelque sorte, le bien-être de ses élèves avant tout, parce que même quand il les recale parce que c'est des nuls, c'est aussi leur faire du bien, quoi, dans un sens. Mais c'est... oui, puis c'est sa démarche aussi, à lui, quoi. C'est sa démarche à lui, c'est garder cette idée de la haute estime qu'il porte des valeurs de son école, parce qu'il porte sur les valeurs de son école en haute estime, et il dit, bon, mais ils sont là, c'est bien, mais il y a du taf, et pour être porteur de ces valeurs-là, ben, c'est une valeur d'excellence, et l'excellence, ben, ça s'achète pas à grands coups de millions de dollars. Donc, c'est ça. Ouais, c'est des valeurs qui sont bien transmises par le professeur qui, au final, aura perdu contre le système. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a... Du coup, donc il se barre avec cette bouteille, il l'ouvre, il en met une gorgée dans sa bouche, que finalement, il recrache par la fenêtre. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même une sacrée sacoche, hein, avant qu'il le recrache. Hein. Ouais. Mais c'est surtout, en fait, je me suis dit, alors c'est pas exactement ce geste-là qu'on fait, mais tu sais, souvent sur les pierres tombales ou des trucs comme ça, tu sais, on verse tu sais, de l'alcool dessus. Enfin, je sais pas si tu vois ça. Ouais, j'ai jamais vu, mais... Ça se fait, genre, beaucoup aux States, dans les films comme ça, tu sais, c'est genre, je te paye ton dernier coup, quoi, tu vois. Mais généralement, c'est on prend la bouteille et on verse de l'alcool par terre, quoi. Là, le fait qu'il le prenne dans sa bouche et qu'il le recrache, je sais pas, mais j'ai vu ça sous cette forme-là en me disant aussi, il fait un peu le parallèle en mode l'école est morte aussi, quoi. C'est-à-dire, c'est l'enterrement du truc. Moi, je me casse, derrière, de toute façon, j'étais le dernier prof intègre, je m'en vais et c'est fini, quoi. Ouais, ok. Je me suis dit, okay, ou alors, tout simplement, il crache par terre, quoi, tu vois, mais... Moi, je l'ai plus vu comme l'idée qu'avec son propre alcool, il lui crachait la figure, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est peut-être même probablement plus ça, quoi. Mais je me suis dit, il y a peut-être un parallèle. Je sais pas. Il y a beaucoup de parallèles. Cette scène, elle est marquante comme comme scène de fin, je trouve. Elle a son sens. Elle permet à tout le monde d'y voir un petit peu la fin qu'on a envie, contre quoi, sur quoi il crache, quoi. Ouais. Parce que, et en plus de ça, on peut même se dire que il fait pas la tête, tu vois, mais c'est cet alcool, il a beaucoup coûté cher, il est même pas bon, il le crache, tu vois. Donc comme quoi, c'est pas forcément avec de l'argent bah voilà, il y a toute une idée derrière qui est quand même assez intéressante. Et puis c'est vraiment la dernière scène du film, quoi. Ça se finit là-dessus. Ouais. Et lui qui se barre du coup pour de nouvelles aventures, pour écrire notamment son bouquin, c'est ce qu'il dit. Il va en Grèce, je crois, il annonce. Ouais, Grèce ou Turquie, je sais plus. Ouais. On lui fait les deux. Et probablement, ouais, Grèce, comme ça. Pour écrire son bouquin. Ouais. Mais du coup, ouais, voilà, pour... on va clôturer, on est bientôt à 2 heures, c'était parfait, c'est ce qui était prévu. Pour, du coup, peut-être étoffer un peu notre avis du début, voilà, enfin, confirme que, en tout cas, on a bien apprécié, enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé le film. Encore une fois, j'ai été content d'être quand même surpris par certains retournements de situation. Ou certains trucs où en fait je m'attendais pas à se dérouler là, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas d'opportunité avec Lydia par exemple, qui finalement est juste quelqu'un de très gentil, tu vois, de très avenante, ce que tu veux, cette porte là qui est fermée, tu vois, au milieu du film, le fait que pareil au même moment Angus avec la nièce, je me suis dit peut-être que tu vois il va y avoir un truc du fait qu'il s'est trouvé quelqu'un, machin et tout, puis non, en fait, c'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. On a tous peut-être eu la chance de faire une boum, un truc, machin, tu vois, quand t'es jeune, et puis t'as une amourette qui est aussi vite éclipsée que ça, parce qu'en fait, il y a rien, quoi, enfin, tu vois. Ah ouais. Et ce genre de truc où, en fait, des fois, je me disais, ah oui, non, mais je vois à quoi ça va servir plus tard, et en fait, ça sert pas, parce que c'est juste, tu traverses juste 2 semaines de la vie de ces personnages-là, quoi, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Parce que c'est assez naturel et ça force jamais trop les choses, tu vois. Parce que le seul truc qui fait un peu comédie, tu vois, on va dire c'est l'accident quand il se pète le bras. Ouais. Sauf qu'en fait c'est plausible, tu vois. Moi, ce qui me saoule un peu dans vraiment les comédies deuxième degré un peu bas de plafond, c'est que c'est toujours des trucs qui peuvent pas arriver en vrai, tu vois.
je sais pas si tu vois, mais tu sais, c'est le gag de et le chien il passe par la fenêtre et à ce moment-là il y a une personne qui, enfin tu sais, c'est des trucs où tu te dis mais dans la vraie vie c'est pas possible. On n'est pas dans c'est quoi ce film là avec Al Pacino non pas Al Pacino, Robert De Niro et c'est pas Marie à tout prix, c'est le truc le beau-père, mon beau-père et moi là. Ouais. Où justement oui, mais il voilà, gêne au ouais. bon endroit, au bon moment, tu vois, on n'est pas là-dedans quoi. Tu vois, mais même Marie à tout prix, tu vois, c'est un film que je trouve très drôle, enfin, tu vois, que tu peux aimer et tout, mais tu sais, c'est vraiment trop invraisemblable pour être vrai, tu vois. Et là, je trouve qu'en effet, comme tu le dis, dans la manière de filmer le truc, dans la manière de raconter tout machin, c'est jamais trop exagéré, et tu dis qu'en fait, toutes les situations sont très humaines et très crédibles, en fait. Oui, et ça, c'est vrai que moi, j'ai bien aimé, et j'ai trouvé que c'était vraiment un réel point fort du film. Ouais, c'est ce que j'ai bien aimé et qui, au départ, comme je te disais, tu sais, au début, je disais j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. C'est ce qui a fait que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans aussi au départ. Enfin, un peu de mal. Ça a pas duré longtemps, hein, mais au départ, c'est un peu particulier. Déjà, si je le sais pas, j'ai pas l'impression que c'est un film de 2023. Ouais. Et donc déjà en soi ça c'est particulier parce que c'est pas du tout un cinéma que j'ai l'habitude de regarder, donc je me suis dit c'est un vieux film, parce qu'en fait pour les gens qui le regarderont, en vrai je vous souhaite de le regarder, c'est vraiment un film sympa, même les génériques, même les logos, tout est vieux. Le logo Universal il est vieux. Tu vois, il y a vraiment, c'est vraiment tourné à l'ancienne, et ça apporte cette touche justement de, je sais pas, c'est... De réalisme, ouais, de réalisme qui fait que t'as la sensation que j'ai eu plus facilement de... C'est venu me chercher plus facilement avec cette touche du côté ancien, justement dans ce réalisme dont tu disais, la blessure, la façon dont elle est soignée, tu vois, il n'y avait pas eu besoin de... On n'a pas eu la fameuse scène où il va rester coincé dans le scanner parce que... Ben non, il n'y avait pas de scanner à ce moment-là, donc on n'a pas besoin de la tourner. En plus de ça, c'est marrant parce que la façon dont ils lui remettent l'épaule, c'est à l'ancienne. Mais ils le font à l'ancienne, pourquoi? Mais parce qu'on est à l'ancienne. Pourquoi ils le font à l'ancienne? Parce qu'on est à l'ancienne. Donc vraiment, il y a tout ce défilé-là qui fait que tout colle bien, tout est bien raccord, c'est filmé un peu à l'ancienne, tous les trucs dedans sont un peu vieux, mais ça colle bien, et tu es dans un réalisme un peu vieux, qui fait que et moi en plus de ça, c'est venu me chercher une touche un peu plus j'ai envie de dire nostalgique, mais c'est peut-être pas le bon mot, tu vois. T'es plus facilement dans l'empathie des personnages parce que t'as l'impression que c'est un vieux film. Alors je sais pas, moi ça m'a fait ça, tu vois. Alors je sais pas si c'est ce qui est recherché ou quoi, mais tu rentres plus facilement dans l'empathie avec les personnages et t'as plus envie que ça se finisse bien. Et sur le coup, à la fin, t'es un peu déçu de la fin. Tu te dis mais ça aurait pu finir. Au final, il aurait pas été viré, il aurait pu devenir directeur. Mais non, en fait. Il a encore une fois cette touche de réalisme qui fait que, mais non, à la fin, il peut pas gagner puisque ce système-là, en plus, c'est un film. Qui se passe dans le passé, on sait ce qui s'est passé, on sait où on en est aujourd'hui, et que oui, en effet, cette question-là se pose toujours aujourd'hui, même de manière exacerbée, mais elle est toujours présente, et la réponse est toujours la même. Mais oui, il peut pas gagner, et comme il gagne pas, on est dans un film qui se veut quand même un peu réaliste. À la fin, le jeune homme qui a passé un bon Noël avec lui vient lui dire merci, mais lui, il s'en va, parce qu'il est viré. C'est ça. Mais c'est peut-être même plus important qu'ils viennent lui dire merci et qu'ils tous les deux aient réussi à passer ce moment-là ensemble, voire même tous les trois avec Marie. Mais à la fin, ça finit pas bien. Il devient pas directeur à la fin, quoi. Il est viré et puis ciao, bonsoir, tu rentres à la maison, quoi. Et ça aussi, c'est certaines. Puis, il y a quand même au-delà de ça, je pense quand même, c'est-à-dire il a perdu face à l'institution, machin et tout, mais en fait le fait que Angus vienne lui dire merci et tout à la fin, lui il a gagné en fait. Parce que, oui, tout à fait, parce que c'est probablement la première et dernière fois qu'il a enfin la reconnaissance d'un de ses élèves, qu'il a réussi à changer profondément un de ses élèves et pas juste à lui dire t'es pas assez bon ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, puis en fait, pour lui, il n'y en avait aucun qui était potentiellement assez, intéressant pour lui, parce qu'il y a ça en fait aussi au début, c'est-à-dire que lui, il s'en fout de tout le monde. C'est-à-dire qu'aussi, il accepte d'être... que tout le monde s'en fout de lui parce que lui, il porte de l'intérêt à personne, en fait. Ni à ses élèves, ni à ses collègues, ni quoi que ce soit. Puis en fait, finalement, à la fin du film, il trouve de l'intérêt auprès de certaines personnes et ces personnes-là lui rendent bien, et donc finalement, c'est win-win, quoi. Mais on est d'accord, c'est pas le happy ending tiré par les cheveux où, d'un coup, on apprend que le Dirlo, il s'est fait balancer pour... bah non.
il s'est fait balancer, mais que finalement le personnage de Angus Tully va partir avec lui, et finalement ils vont vivre tous les deux parce que la relation père-fils qu'ils ont créée est magnifique. Et puis finalement Mary leur court après. Non, Mary reste là, elle a son taf, elle en a besoin. Elle te l'a bien expliqué, elle est très contente parce que le fils si jamais c'est un fils qu'a sa sœur, son deuxième nom, ce sera le nom de son fils à elle, et ça lui permet d'accepter un peu plus facilement son deuil, même s'il est toujours là. Tully va rester à l'école. Et il va pas se balancer à la place du prof. Et le prof, il est viré parce qu'il s'est sacrifié pour son élève, avec qui il a créé des liens assez particuliers. Mais c'est tout, il n'y a pas d'happy ending. Hein. Mais je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises aussi, dans l'arc Marie, elle le dit, je crois qu'en plus, elle met des sous de côté pour que son futur neveu ou sa future nièce puisse aller à l'école, je crois. Je sais pas ça, je t'avoue, ça m'a pas je marqué. L'invente parce que je suis en train de réfléchir du coup à la fin de chaque perso. Et il me semble qu'il y a un bail comme ça, un moment où elle dit que... Je peux te le dire rapidement, hein, mais... Ouais, je sais plus. Parce que je sais qu'elle parle du fait que son fils... Que son fils a pu aller au campus parce qu'elle y travaillait, en gros. Oui. Et que du coup, elle passait une partie de son truc... là-dedans pour qu'il puisse lui avoir des cours. Mais je crois qu'à un moment, elle dit un truc comme ça en parlant de l'enfant de sa sœur, en mode de toute façon, moi je reste bosser là et je mets des sous de côté pour que peut-être elle puisse aller à l'université. Il puisse aller. Mais peut-être que je confonds avec d'autres trucs que j'ai vus après. En tout cas, moi, ce dont je me rappelle, c'est qu'elle lui dit que si c'est un garçon qu'elle a, sa sœur, son deuxième fils, ce sera le nom de son garçon. Et que ça lui fait énormément de bien. Elle lui offre le bouquin. Et que elle lui dit de toute façon c'est juste mettre des mots les uns après les autres, vous y arriverez bien, c'est facile. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Écrire un bouquin, c'est facile. Donc voilà. Ouais. Non mais ouais, en tout cas oui, c'est ça, elle lui dit qu'elle épargne pour l'université pour le bébé de sa sœur. Ah, je l'ai pas inventé, ça me fait je l'ai pas inventé. Et donc du coup voilà, c'est... Mais en tout cas ouais, un film super, moi j'avoue qu'il était vraiment dans ma liste parce qu'il était comme ça, j'avais pas prévu de spécialement faire un truc particulier dessus, mais je suis content de l'avoir choisi comme premier film finalement, il était plutôt pas mal et plutôt abordable je trouve. Je sais pas ce qu'on fait pour le prochain. Est-ce que tu auras un film à conseiller, toi, pour dans 2 semaines? Pour dans 2 semaines, alors je suis pas du tout dans ce genre-là, moi, donc c'est un peu compliqué de conseiller. Non, mais pas obligé dans ce genre-là, mais. Non, je suis très grand public. Après, moi, si tu veux, pour la semaine prochaine, je peux te faire, pour dans 2 semaines, si t'es partant, tu peux découvrir Nos Jours Heureux, si tu veux, si tu l'as jamais vu. Et que tu as envie de rigoler un petit coup, c'est sympa. Ah oui. Celui dont je vous ai parlé la dernière fois, justement, qui est... parce que j'ai pas envie de te parler de un petit truc en plus, parce que c'est un truc super connu et tout, mais il est un peu dans cette vibe-là, en fait. C'est un film un peu dans la même... qui se passe un peu de la même manière. Ok. C'est sympa, c'est un film assez marrant, c'est un film français. Et il me semble que c'est réalisé par ceux qui ont fait Intouchable. C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. Et donc après voilà, bon, il peut y avoir ça. Après il y a plein de trucs aussi qui. Ouais si c'est ça, c'est mec. Peuvent être marquant, hein, mais je sais que ce film-là, moi j'aime bien le regarder de temps en temps. Alors pour moi en plus il a un gros effet nostalgique parce que vraiment les colonies de vacances, je l'ai vécu. Alors pas comme ça, c'est pas exactement comme ça parce que c'était vraiment ça, c'est plus les colonies de vacances qu'ont vécu mes parents quand ils étaient animateurs. Mais moi c'est des récits comme ça, moi je les ai entendus ces récits-là autour de la table en train de raconter les bêtises qu'on fait en tant qu'animateur nous au centre de loisirs, et mon père et ma mère qui nous racontent eux les bêtises qu'ils ont fait, et on y est là en fait, on est dans ce marasme là, on est dans ce jus là, c'est très sympa, c'est très marrant, et après c'est très feel good et ça finit bien, mais en vrai c'est sympa. Après on peut voir autre chose non mais moi ça me va parce que j'avais pas encore décidé du coup de film moi pour dans 2 semaines. Et déjà, comme je l'ai dit, The Holdovers avait été un peu arbitraire comme ça parce que ça tombait à ce moment-là. Donc non, moi éventuellement c'est parfait. Et écoute, si t'es chaud pour me raccompagner dans 2 semaines dans le 2e épisode,
Mais bien sûr. C'est tout aussi bien, écoute, si l'exercice te plaît, moi ça évite que je sois vraiment tout seul à brasser de l'air pendant 2 heures, donc c'est bien. Moi ça me plaît parce qu'en plus de ça, ça me permet aussi de pousser un peu plus sur la vision des films, parce que je sais que j'ai tendance aussi à me poser devant un film, mais alors comme on peut dire actuellement, je pose le cerveau et je profite. Je le fais de moins en moins. Et c'est vrai que c'est pas plus mal aussi, c'est une façon différente d'apprécier les films. Et en plus, connaissant tes goûts cinématographiques, je vais découvrir de nouvelles choses si on fait ça. Ouais. Donc c'est plutôt cool, tu vois, de partager ça. Moi, celui de cette semaine, là, donc moi j'aime bien le nom du coup Winter Break parce que je trouve que c'est un bon pendant à tout ce qui peut ressembler à un Spring Break, tu vois, qu'on peut avoir nous en ce moment avec toute la débauche, le truc autour. Non, là c'est vraiment le truc un peu plus, très posé, très d'une autre époque et qui est très agréable à vivre et à partager sur ce film-là. Je l'aurais jamais regardé ce film-là, tu vois. Si on s'était pas dit, vas-y, on se pose, on en parle, on regarde, on en parle. Et c'est une bonne découverte, donc tant mieux. Et oui, c'est très très bien. Bah écoute, c'est parfait. Et ben, je te donne rendez-vous ainsi qu'à nos chers auditeurs à dans 2 semaines, du coup, pour Nos Jours Heureux. On fera un petit post, bien sûr, sur le Discord. N'hésitez pas à venir nous suivre sur notre Discord. Qui sera en description si vous regardez sur YouTube ou qui est en description en bas de la page si vous regardez sur Twitch. Bonne soirée à tous. Et bonne soirée. Ciao.